Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. On a lancé le week-end hier officiellement avec l'Aubergiste. J'espère que vous avez profité de votre journée de soirée du jeudi. Faire une petite bouffe quelque part dans un resto à la maison avec une petite bière, peut-être une petite coupe de vin, petit quelque chose de fun. Ah ben regarde, vous le savez, on part toujours le week-end en avance ici sur Radio Pirate. On est dedans, on est déjà dedans. Et aujourd'hui, vendredi, pour notre édition week-end de la semaine, beaucoup de stock, bien sûr, pour les Pirates Prime. On aura le Freestyle Friday avec Carlos de Punisher, entre autres les UFO News. On a plus tard pour les gens du live également, donc une boîte à pids dans laquelle Carlos de Punisher est présent également avec notre ami Jerry. On a Fred de Poulain qui va faire un tour dans le live et encore plus longtemps dans le Prime. Nous parler de toutes sortes de choses. Fred a été candidat du Parti conservateur du Québec, très impliqué également, une bonne tête. Maire de l'île aux grues et surtout agriculteur, et ça brasse dans l'agriculture en ce moment, donc on en parle de tout ça avec lui. Une partie de ça dans le live et une autre grosse partie dans le Prime. Un peu difficile de commencer aujourd'hui en faisant quel est le sujet, parce que bon, il y a beaucoup de choses, on pourrait vous parler de beaucoup de choses qui méritent d'être jasées. Aujourd'hui, on pourrait vous parler de toutes sortes de patentes qui sont arrivés dans les 24 dernières heures. Des sujets qui mériteraient qu'on passe un 3-4 minutes dessus, mais je vais tasser ces sujets-là comme, je veux dire, on pourra revenir sur, je vous dirais, le genre de politicien comme Marchand qui est à Boston depuis 48 heures et qui profite comme tous les politiciens qui s'en vont à l'étranger pour s'en aller à l'étranger, non pas de parler de ce qui se passe où ils sont, mais de parler de problèmes locaux alors qu'ils pourraient le faire carrément dans leur ville. Et là, juste pour le maire de Québec, juste vous dire que ce maire-là nous avait fait une promesse. Il nous avait dit, une fois que le projet de tramway était arrêté, qu'il n'en parlerait plus, que c'était terminé et qu'il laissait la CAQ gérer ce problème-là ou gérer ce projet-là. Eh bien non, il s'en va à Boston et la chose qu'il parle pendant 48 heures, c'est du maudit tramway. Ces politiciens-là sont incroyables. Ils sont quand même, on va le dire, ils sont carrément détestables. Mais on pourrait aussi parler du ministre de la Santé qui a dit que, bon, finalement, quelqu'un qui meurt dans une chambre de bain, c'est le genre de choses qui arrivent dans le système de santé. C'est un peu normal, donc il n'y a pas vraiment de panique. Pour des gens qui ont laissé mourir 6000, quelques 100 personnes dans des CHSLD, un mort de plus d'une manière atroce, c'est pas quelque chose qui les dérange ben. Mais la chose que je veux vous parler aujourd'hui, pour lancer Radio Pirate Live et pour la gang du Prime également, c'est quelque chose qu'on a effleuré depuis quand même plusieurs semaines, plusieurs mois. Puis je veux juste mettre les choses un peu plus claires pour la majorité des gens, parce que les politiciens québécois, surtout les gars, les artisans du Bloc québécois, qui s'amusent à essayer de mélanger les Québécois sur ce qui se passe avec la taxe du carbone fédérale et la bourse du carbone québécoise, OK? Donc, c'est peut-être un moment, un genre de 2 minutes d'explication qui fait un peu, je vous dirais, on a l'impression d'un peu d'être à la petite école, mais pour plusieurs, c'est mélangeant puis c'est compréhensible parce que il n'y a rien de clair là-dedans. D'abord, c'est pas des choses qu'on a vraiment besoin, c'est des choses qu'on paie pour absolument rien. Il faut aller ailleurs. Il faut aller ailleurs pour voir que finalement, le Québec est déjà, bien ça, ça a été dit récemment par, je pense, Hydro-Québec eux-mêmes, qui nous ont dit que le Québec était l'endroit qui émettait le moins de GES à travers l'Amérique. Donc, on est déjà les meilleurs de classe. Et malgré ça, pour des raisons, je dirais, religieuses, des raisons, regarde, il y a un fond de fanatisme derrière cette volonté de faire du Québec un genre un retour vers le temps d'une paix, un retour vers des années de pauvreté, donc une certaine décroissance. C'est carrément ce qu'on vise avec les intentions des Greens et des politiciens québécois qui sont complètement bandés sur les histoires de changement climatique
Ils sont dans la peur, ils sont dans l'anxiété, ils sont... mais, regarde, don't get me wrong. OK, la vraie histoire derrière ça, c'est que les politiciens et les Greens ont beaucoup d'intérêt là-dedans. Donc, plus ça dure, plus l'argent rentre, plus les subventions sont là, plus le financement est là. C'est une grosse business, la greenitude. Et pour les politiciens, c'est quelque chose de tout simplement magique. Pour vous fourrer, pour vous contrôler, pour vous mener par le bout du nez, c'est incroyable. Donc, c'est une belle soupe, cette affaire-là. Et on va essayer de démêler la patente de ce qui se passe au fédéral, parce que les enfants de chienne du Bloc québécois ont voté avec Trudeau et le NPD pour sauver le gouvernement de Justin Trudeau, OK? Donc ça, rappelez-vous de ça, là. Et je sais que autant les pirates cheap que les pirates prime, la majorité de ceux-là vont probablement voter soit pour le Parti conservateur du Canada, donc Poilievre ou encore Maxime Bernier. Mais je ne pense pas qu'il y a beaucoup de pirates, à part les haters, qui vont voter NPD, vont voter pour Justin Trudeau ou encore pour l'inutile Bloc québécois. Mais il faut commencer à le dire. Le Bloc québécois nuit maintenant au Québec. S'il y a des Québécois qui, dans les régions surtout, avec leur skidoo, leur F-150, toutes leurs patentes à gaz, pensent que le Bloc québécois est là pour leur cause, pour défendre leurs intérêts. Il faut les réveiller, il faut les shaker, il faut leur dire que les membres élus, ces gens-là qui hier envoyaient des bebailles après le vote, contents d'avoir sauvé Justin Trudeau, il faut le dire maintenant, que les images qu'on a vues hier, ce sont des enfants de chienne. Il faut appeler un chat, et le Bloc québécois est un parti extrêmement maintenant dangereux. C'est un allié d'un des pires gouvernements de l'histoire du Canada, celui qui vous a endetté comme jamais et qui vous a aussi qui vous a appauvri au cours des dernières années. D'abord, de toutes les histoires COVID qui a été d'abord parti par la tête à Ottawa, ensuite opéré par les provinces, mais tout l'endettement qu'on a créé. Et je vous dirais, au-delà de ça, tout l'endettement, oui, mais au-delà de ça, l'inflation amenée par cet endettement-là. Donc, c'est ce que vous vivez en ce moment. C'est la résultante d'un des pires partis politiques au monde et certainement le pire parti politique, le pire gouvernement qu'on a eu dans l'histoire du Canada. Et le Canada anglais, en fait, c'est 7 provinces sur 10 qui ont une taxe fédérale de carbone, qui, elle, va monter bientôt et qui sera vraiment encore plus dispendieuse. Elle sera quasiment doublée pour une majorité de Canadiens. Et ces gens-là vont avoir à dealer avec ça. Le gouvernement de Trudeau joue la game comme de quoi que oui, vous payez plus pour telle chose, oui, vous payez plus pour chauffer votre maison, oui, vous payez plus pour... Mais on vous envoie des chèques alors qu'il y a des instances indépendantes qui vérifient le gouvernement, qui disent non. C'est pas vrai que la majorité des Canadiens font de l'argent avec de la taxe sur le carbone. Ça augmente le prix de tout ce qu'ils consomment. C'est des taxes supplémentaires qu'ils doivent mettre dans leur budget. Ça les étrangle financièrement. Et le parti de Poilievre essaie de renverser cette fameuse taxe-là, le fameux slogan « Axe de taxe ». C'est tout basé sur l'histoire de la taxe du carbone. Et là, les gens, je vais les appeler encore les enfants de chienne du Bloc québécois, essaient de jouer avec vous en vous faisant semblant que ça n'a aucun impact. Donc, que les bloquistes doivent voter, parce que les bloquistes, avant d'être des défenseurs des F-150 et des gens qui votent pour eux dans les régions avec des skidoo, des bateaux, des affaires de même, ces gens-là ne sont pas là pour défendre vos intérêts, les gens qui ont des F-150. Ils sont là parce que ce sont de grands gauchistes et ils sont devenus des méga green. Et quand on parle de méga green, ça veut dire des méga taxeux. En fait, ils veulent vous enlever votre F-150. Ils veulent t'enlever ton skidoo. Ils veulent enlever le genre de vie que tu as. Ils veulent qu'on ait une vie de décroissance. C'est carrément. Regardez la gang de clowns qu'il y a à l'intérieur du Bloc québécois et c'est clair que vous avez affaire à des gens qui sont là pour vous nuire. Ce qui aurait été bon pour le Bloc québécois, si moi, mettons, je suis au Bloc québécois et vraiment j'ai l'impression que je défends les intérêts des Québécois, je me serais abstenu de voter lors de cette place-là, lors de ce vote-là, parce que j'aurais dit, bon, moi, je pense que cette taxe carbone-là n'influence pas le Québec. Ça ne nous touche pas. Le Québec a son propre système avec sa bourse du carbone, parce que le Québec n'est jamais capable de faire comme les autres. Donc, on a une bourse du carbone qui est une bourse encore plus salopard, parce que nous, on ne reçoit aucun chèque. On la paye directement, entre autres, à la pompe. Ça nous coûte aux alentours de 12-13 cents, cette bourse du carbone en ce moment, qui est, pour les gens qui
sont dans le domaine. Vous savez très bien que moi, je connais des gens qui s'enrichissent avec des permis de polluer, avec la bourse du carbone. C'est une très, très belle business pour plusieurs. Mais le Bloc québécois a décidé d'être en chambre et de voter, puis après le vote, ils ont même été très disgracieux, ils ont été très baveux, s'envoyaient la main, entre autres le gars bizarre là, qui a son drapeau de la Palestine et qui appuie le Hamas. C'est une gang qui n'a aucun lien avec moi, avec les Québécois que moi je connais. Mais ces gens-là sont là à vous représenter. Et beaucoup de Québécois, par contre, que je connais, continuent à voter depuis une vingtaine d'années pour le Bloc québécois en pensant que le Bloc défend leurs intérêts. Ils ne sont pas là du tout pour ça. C'est la moindre des choses qu'ils auraient pu faire. Ils auraient pu être complètement à l'extérieur de l'enceinte, ne pas voter et laisser les libéraux se débattre avec ça. Laisser également le NPD sauver le gouvernement actuel. Et eux autres s'en seraient lavé les mains. Puis, on ne pourrait pas parler de ce qu'on est en train de parler ce matin si jamais ils l'avaient fait. Mais ils sont tellement bornés, ils sont tellement green qu'ils se sont assis là puis ils sont allés écœurer les Canadiens qui sont tannés de payer cette taxe-là et qui ont un gros stress sur l'augmentation de la taxe qui s'en vient le 1er avril prochain. Donc, ils ont voté et là, ils vous crient haut et fort que cette taxe carbone du fédéral n'a aucun impact pour le Québec, qu'elle n'existe pas. Premièrement, c'est pas vrai. Premièrement, tout le monde comprend bien qu'on est dans un marché qui est quand même très libre, où il y a des échanges commerciaux entre toutes les provinces du Canada. Donc, la minute que vous recevez, entre autres, on prend l'exemple le plus facile, la minute que vous recevez des choses qui sont produites ou encore qui sont distribuées par une compagnie, mettons, qui est ontarienne, parce que c'est la province qui est à côté de nous autres, eh bien, l'augmentation de ces frais d'exploitation par cette taxe écœurante green qu'ils subissent, elle vous est passée dans le prix que lui négocie avec son distributeur québécois, qui lui la repasse à l'épicier, et l'épicier vous la repasse avec de la bouffe plus chère. La bouffe n'est pas augmentée comme ça, là, par magie. Il y a toutes sortes de choses qui sont arrivées pour provoquer cette inflation-là qui est en train de manger toute votre paye et qui vous amène dans des stress financiers à la fin de chaque mois. Ça arrive de quelque part. Et une des choses, encore une fois, ce sont les écœurants politiciens qui probablement vous appauvrissent le plus. Ce sont des fabricants de pauvres. Donc, ça a un impact, puis on a même vu, j'ai vu sur les réseaux sociaux, je pense que vous l'avez vu également, vous avez vu que Solugaz, une entreprise de Saint-Augustin-de-Mort, a envoyé une facture à quelqu'un et il y a dedans la bourse du carbone qui est très, très claire. Donc, la taxe carbone, non pas la bourse, mais la taxe carbone est dedans. Je pense que c'est un montant de 48$. Ça représente quelques points de pourcentage, mais c'est 48$ que vous payez. C'est un client québécois qui paie cette taxe-là. Donc, si Duceppe au Lac-Saint-Jean, qui est le fils de l'autre, qui est un député bloquiste, essaie d'écœurer tel ou tel député conservateur en leur faisant croire que non, on n'a pas d'affaire là-dedans, les Québécois ne sont pas touchés par ça. Les Québécois sont carrément dedans. Les Québécois paient la taxe du carbone des 7 provinces qui en paient au Canada via les échanges commerciaux. Ça vous est passé dans les prix que vous payez à l'épicerie et dans d'autres magasins également ou d'autres services que vous utilisez. Et ensuite, au Québec, même si ce n'est pas fédéral, nous avons nous aussi un genre de système de bourse du carbone qui n'est pas le même principe, mais qui est encore plus salaud, parce que nous, on ne reçoit aucun chèque en échange. En fait, on ne reçoit absolument rien. On va vous chercher à peu près 9-10 $ de plus dans chacun de vos pleins d'essence que vous faites à chaque semaine pour envoyer à des compagnies qui vont avoir des comportements un peu plus green, souvent des compagnies milliardaires qui ont zéro besoin de cet argent-là. Donc, c'est un gros sujet, c'est une grosse affaire. Je sais que c'est peut-être pas le sujet le plus sexy pour monsieur tout le monde, mais c'est quelque chose qu'on doit comprendre, c'est quelque chose qu'on doit connaître un peu, juste pour voir comment le Bloc québécois, c'est une gang de salauds. C'est des gens qui méritent qu'on les tasse au plus sacrant. Et il faut faire comprendre aux gens autour de nous que si vous votez pour le Bloc québécois, vous êtes en train de voter pour la gang de Trudeau. Le Bloc québécois, faut le dire, le Bloc québécois, c'est maintenant un parti allié de Justin Trudeau, qui est le pire premier ministre, qui est ridiculisé à la grandeur de la boule. Le gars qui nous a endettés, le gars qui nous a fait, qui nous a fait disparaître le peu de marge qu'on avait dans notre budget, tout ça a disparu
par le fédéral, par le gouvernement de Trudeau, aidé de celui de François Legault, une catastrophe. Si vous voulez commencer la prochaine élection provinciale, quand vous aurez le goût de voter pour un nouveau pays et voter pour le Parti québécois, on le fera plus tard. Si c'est vraiment ce que vous avez l'intention de faire, si vous voulez jouer au cow-boy avec lui, il n'y a pas de problème, mais c'est dans 2 ans et demi ou à peu près. Avant, il faut régler le problème au fédéral, au plus sacrant, avant que ces conditions-là qu'on connaît depuis à peu près 18-24 mois continuent de s'empirer. Il faut régler le cas de Justin Trudeau et de son gouvernement. Et une des choses que les Québécois doivent faire pour régler le cas, parce que vous aidez Trudeau en votant pour le Bloc. Je sais que les pirates ne le font pas, mais vous avez des gens alentour de vous. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Il faut en parler de temps en temps. Je sais, la politique, un samedi soir, dans un souper, on essaie d'éviter ça. Mais essayez de penser à votre vie, à la vie que vous aimez avoir, les choses que vous aimez, le style de vie que vous avez. Si vous voulez garder ça encore pour quelques années, que vos enfants aient un semblant de vie pas pire avec une maison, une piscine, une famille, etc., des enfants, si vous pensez à eux autres, vous devez brasser votre père, vous devez brasser peut-être votre frère, vous devez brasser peut-être votre meilleur ami. Mais s'ils continuent à voter pour le Bloc québécois, ce sont des gens qui votent pour Justin Trudeau. On le dit depuis longtemps, la gang du Bloc viennent bien enragés quand on dit ça, mais c'est la vérité. Le Bloc québécois est maintenant une nuisance pour les Québécois. C'est une nuisance pour toutes les régions du Québec. Les régions du Québec votent pour le Bloc. Ça, c'est un garde. Alors que le Bloc est devenu carrément un parti du plateau Mont-Royal, avec les idées du plateau Mont-Royal. C'est un parti qui va nuire aux régions. Il faut shaker le monde un peu, il faut shaker les gens qu'on connaît, et il faut sortir le Bloc en sortant également Justin Trudeau. Pas le choix. Donc, axe de taxes, oui, il faut se rappeler ça, et oui, il faut se rappeler aussi que le Québec est touché par ces taxes-là dans le reste du Canada parce qu'on consomme, et que nous avons notre propre système. On réglera le cas de François Legault un peu plus tard. Donc voilà pour ce midi, c'est parti avec Radio Pirate Live et Radio Pirate Prime. Bon vendredi tout le monde, mon nom est Jeff Fillion. On vient là. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! RadioPirate.com. Jeff Fillion. Oui, bonjour. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît. La boîte. Pizza, pizza. La boîte à pizza. Et voici... Jerry! Jerry! Et on a une Jerry. tradition maintenant parce qu'on se réchauffe pour le Freestyle Friday pour les gens sur le Prime. Exactement. Notre chum Carlos de Punisher fait partie de la boîte à pizza. J'adore quand Carlos est là parce que Carlos, ça fait qu'il rajoute des ingrédients dans la boîte à pizza et il part avec une pointe. On va dire, il est des deux bords, Carlos. Là. Il rajoute du stock. Oui, mais moi, ma pizza, c'est bien cuite. Oui. Pas brûlée en dessous, pas du noir, mais bien cuite. Pepperoni, fromage, piment vert. Pepperoni sur le dessus. Et pepperoni sur le dessus. Ben, vous savez que j'aime les pepifs, là? Les Moi, un oui, pepperoni, ça va sur le dessus. Oui, c'est ça. Mais c'est parce qu'il y a des écoles de pensée différentes que quand le pepperoni est en dessous, c'est entre autres la pensée de la pizza de Détroit. Donc, la pizza à l'envers, là, la fameuse pizza depuis 1948, que là, commence à envahir les États-Unis, commence à la mode, c'est qu'eux, ils disent, une pizza, il faut que le pepperoni soit sur la pâte pour que le jus de la viande rentre dans la pâte. Tu comprends? Le jus du pepperoni, là, tu sais, il sort comme orange. Oui. Il rentre dans la pâte. Arrête, j'ai faim. Donc, on a jasé de la pizza de Détroit. Sincèrement, je sais que c'était à la mode, mais je vais vous dire, j'ai jamais mangé cette pizza-là. Mais ma blonde me dit, sur TikTok, il y a plein d'histoires de pizza de Détroit. Elle dit, voyons, t'étais où, toi? Ben, je sais où je suis, moi. Je regarde des histoires de construction, des patentes de char, des affaires de même. Je regarde pas des affaires de pizza. Mais Jerry, lui, bien sûr, connaît ça. Bien sûr. Jerry, d'après moi, devrait être capable de nous arriver dans un futur, nous expliquer possiblement que c'est une région de l'Italie qui font la pizza de même. Pas sûr. Moi, pas sûr. Je pense que c'est assez américanisé, justement. Les Américains, avec le temps, oui, la pizza est arrivée en Amérique, puis c'est des mais le vrai développement de la pizza, c'est en Amérique, là. Oh, oui, non, mais le développement de la pizza, oui. Oui, carrément, parce que la pizza en tant que telle, c'est un pain rougi un peu avec des vraies tomates fraîches, puis avec un peu de fromage. Et du basilic.
c'est ça. Puis des feuilles de basilic sur le dessus. Là. La Ça, pizza en Italie, là. c'est comme le classique dans le sens que c'est pas de la pizza comme on voit la pizza, nous autres. Nous autres, on veut ça de chubby, on veut du bacon, on veut du beaucoup de stock. gens m'ont dit qu'en Italie, quand ils ont été manger de la pizza, ils ont tous été bien déçus. C'est sûr qu'ils sont déçus. Il y en a qui sont déçus parce qu'on s'entend-tu que c'est de la pizza très mince, mais c'est le goût de la pâte un peu brûlée avec le feu. Oh, moi, c'est ça, là. Moi, c'est ma pizza. C'est ça que j'aime. Quand il y a du feu? Quand j'ai été en Europe, j'ai été à Lugano plusieurs fois, puis à Lauterbrunnen en Suisse, tout ça. C'est sa frontière, là. À Milan, puis tout ça, Milano. Toutes les pizzas que j'ai mangées là, c'est les meilleures pizzas au monde que j'ai mangées. Parce que, tu viens bien de dire, c'est que la pâte en partant, là, tu sais, c'est comme un pain, une bonne qualité de pain. La pâte en partant est à goutte. Ouais. Les pepperonis goûtent pas pareil. La sauce est pas pareille. Mais la pizza, là, ils ont un goût, là. Mais moi, j'aime pas... Moi, je m'excuse, Jerry, je veux pas te blesser aujourd'hui. Mais moi, j'aurais pas été un gars de Jerry spécial. Armand, mon père, c'est un Jerry spécial. Jerry spécial, plus c'est t'en mets, loadé, plus c'est qu'il y ça. en a épais, plus qu'il capote. C'est ça. Moi, c'est... C'est ça, plus mince. Faut que ça soit plus mince. Mais il faut pas que ça soit mince Piazzetta à Québec. Non, c'est ultra mince. Ouais, mais ça, c'est pas des vraies pizzas. Là. Non, c'est pas... Non, comprends-tu? C'est une crêpe, là. Ouais, ça, c'est une genre de ça, c'est le genre. Ouais, c'est ça. Ça, j'aime pas ça. Ça, pour moi, c'est une insulte. Mais ça, c'est moi, là. Oui, il y en a qui aiment ça. Il y en a qui aiment ça. Ici, moi, ça me dit rien. Ici, en Floride, la plus grosse chaîne, qui sont les meilleurs, que c'est des gars locaux, que c'est l'ami Jeff à Paul Castronovo, que tu connais très bien dans la radio. C'est encore une sommité ici. C'est Anthony's Coal Fire Pizza. Il vient de vendre, là, voilà un an. C'est la meilleure pizza ici. Qu'une chaîne. Le gars, il a genre 130, 140 locations dans l'État de la Floride. Mais Anthony's Coal Fire Pizza, les pirates, si vous venez en Floride, vous devez aller là. C'est écœurant. Ils ont vraiment tu sais, Jerry, un vrai four, là. Un vrai four. Là. Puis ils mettent ça là. Puis, encore une fois, leur pâte, des fois, le seul reproche que je pourrais faire, c'est que la pizza est trop cuite. Des fois, j'ai des bouts noires en dessous. Ça, c'est une insulte un peu pour moi, mais leur pepperoni, la pâte sur les affaires, c'est écœurant. C'est goûteux, là. Moi, j'adore ça. Je meurs de faim. Mais de toute façon, vous avez raison, c'est que la pizza, c'est la pâte. Tu sais, si une pizza n'est pas bonne, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à la pâte, là. Exact. Puis en Europe, en Italie, on s'entend que c'est assez rare, à moins d'aller d'une place, qu'ils ne seront pas capables de faire de la pâte. T'sais, ils font toute leur pâte à la main. Puis... Ben, les Européens, leur pain est écœurant. Là, je veux dire, les Français, les Italiens, tout ça, tu goûtes à leur pain, puis il n'y a pas de sucre dedans comme ici. Leur pain est écœurant, puis il est goûteux. En partant, comme tu dis, la base est là. Il y a plusieurs types de farine aussi pour faire la pizza. Puis l'eau aussi. L'eau aussi. L'eau, il fait. Ah oui, c'est bien l'affaire. La levure, l'eau. La levure sèche, la levure fraîche, et des petites affaires. Là. Tu peux travailler ça indéfiniment. Les Français, ils ont de l'eau, elle vient pour faire leur pizza. Vous savez, moi, ma théorie d'eau. Toi, c'est toi, c'est la glace de qualité et l'eau de qualité. Non, mais puis en Italie, l'équivalent, que ça vient des Alpes, c'est Aquapana. Puis Aquapana est écœurante, là. Je veux dire, c'est bon? Aquapana, c'est comme de l'Evian, là. C'est pareil. Exactement ça. Mais quand on regarde tous les chefs, les affaires, je veux dire, tout est à la base de la qualité des ingrédients pour faire un... Si tu fais bien la recette, là, t'as pas le choix. Si tu as des ingrédients de cul, tu vas avoir un goût de cul à la fin de la ligne. Là. Tu ne feras pas un miracle avec ça. Là. Hey, les boys, j'ai trouvé... Ben, c'est pas moi qui l'ai trouvé, là, mais... j'ai trouvé l'homme le plus cave sur Terre. On est beaucoup de monde sur Terre, mais j'ai trouvé le gars... C'est pas une fille, c'est un gars. Le gars le plus stupide sur Terre. OK. Donc, excuse-moi de te couper, mais là, t'es après me dire que tu prends que je faisais avant, puis c'est correct, mais on va tout de suite lui donner un surnom. C'est le Master Cornet napolitain. Il y a 3 couleurs, 3 boules. Chocolat, lui, c'est un cornet. El Cornetta. Oui. Lui, c'est un grand cornet. Lui, il est grand. Il est dans quel ministère? Non, il n'est pas dans. Non, il est pas. OK. Il y en a beaucoup au gouvernement. Excuse-moi. Non, mais lui, c'est le top cave. OK. Lui, OK, ce gars-là, il avait une job qui était payé entre 300 000 et 500 000 par année. On n'a pas le montant exact, mais c'est entre 300 et 500. On s'entend-tu? C'est un bon start. C'est un bon start. Lui, il a une job sûre pour les 10 prochaines années.
quand même pas pire. Tu sais, tu gagnes 500 000 par année. Tu travailles à peu près 8 mois. Puis, puis tu travailles, tu as un job pendant 10 ans à 1 demi-million par année. Le gars, il a perdu sa job. Il s'appelle IPI Mizuhara. Et qui est IPI Mizuhara? C'est l'interprète du joueur de baseball des Dodgers, Shohei Ohtani. Moi, j'ai rien compris de ce soir-là. Là. C'est son interprète. T'as peu, là. Passe à ça. Mais, OK, mais t'as peu. Mais le gars, l'autre, là, le lanceur, là, Ohtani. il check pas son compte de banque, il check pas ses affaires, il check rien. Là. Non, attends, il y a des subtilités là-dedans. Il y a des patentes. Il y a des patentes. Donc, il y a une enquête fédérale qui est ouverte. Là. On a des détails, mais tu veux dire... Parce que là, le lanceur est en dette, là, c'est ça? Non, l'affaire, c'est que c'est lui qui est en dette. Là. Mizuhara, son interprète. Son interprète, c'est un gars qui a un problème de gambling. OK? L'affaire, c'est qu'il doit 4,5 millions. Il y aurait une genre de dette de 4,5 millions avec un bookmaker privé. Pas un casino légal, on a entendu? Ouais. Parce que Jerry, puis les boys, dans les casinos légaux, cette semaine, ça a sorti, Bruno Mars, qui avait une... comment on appelle ça quand il Residency. Une residency au Caesars Palace. Mm-hmm. Il doit 50 millions au Caesars Palace. C'est ça. En jeu. Oui. Puis d'autres disent qu'il doit devoir à peu près 10 millions en poudre. Oh, pas bien. Moi, d'après moi, il part Excuse Jerry, là, mais... Non, parenthèse... Oui, mais ça veut dire que lui, sa residency à Vegas, il va travailler, il va faire des shows, puis il va avoir un Big Mac. Il va finir comme Elvis. Là. Ah oui, c'est ça. Exactement. Mais lui, Mars, il doit son argent à qui? Il doit son argent au casino. On s'entend-tu? Oui. Au blé à poudre, là, mais il doit son argent au casino. C'est le casino qui l'a engagé pour la residency, tu comprends? Oui. Mais l'interprète, lui, il pariait sur le site. Donc, c'est des bookmakers privés qui font des odds, qui font... Non, c'est illégal. Aux États-Unis, c'est illégal, c'est à la prison. Ben oui. Aux États-Unis, c'est à la prison. Le bookmaker privé, c'est à la prison directement. Là, l'affaire, c'est qu'ils ont pogné... L'enquête fédérale, c'est qu'ils ont pogné un bookmaker privé. Ils l'ont pogné, le gars. Et là, l'affaire, c'est qu'ils se sont aperçus qu'il y avait un client. Puis le gars, il s'appelle Mizuhara. Là, il dit, tabarnache, c'est l'interprète à Ohtani. Mais Ohtani, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a vu que son interprète... Il parle pas anglais, Ohtani, by the way. Il parle pas un mot anglais. Comme beaucoup de Japonais. Là. Mais ça, c'est un mystère pareil. Là, parce qu'il est en Amérique du Nord depuis 2018. Ben, comme l'autre fois, j'étais au golf, je suivais Matsuyama. Matsuyama, il parle pas anglais. Là. Il parle pas anglais. Ça fait 15 ans qu'il joue au golf ici. Oui, tu dis, apprends un peu d'anglais. Tu sais, je sais pas... C'est de l'anglais quand même. C'est pas... Christophe, c'est pas du portugais qui est dur à apprendre. Matsuyama, c'était la Japanese boy. Japanese Biden l'a appelé la Japanese boy. The Japanese boy? Oui. Donc, l'affaire, c'est que... L'affaire, c'est qu'il n'y a pas de lien direct entre Ohtani et le bookmaker. Parce que là, c'est ça qu'ils sont en train de checker. Ils sont en train de checker, là. Parce que lui, il va savoir s'il est-tu... Moi, là, pour vrai, là, je pense qu'Ohtani a un lien avec le bookmaker. Mais là, l'affaire, c'est qu'ils ont jeté l'interprète en dessous du troc. Ça, c'est mon interprétation. Je suis complotiste. Qu'est-ce que tu veux? Mais l'histoire, ce qu'on sait présentement, c'est que l'interprète prenait de l'argent. Il y a eu de l'argent d'Ohtani, mais Ohtani, il le savait. Là. Il y a des montants d'argent que Ohtani savait, parce qu'il disait, mon chum, il y a un peu de problème d'argent. C'est un gars qui aime ça parier, telle affaire. Mais quand même, le gars, il gagne 500 000 par année avec les Dodgers. C'est les Dodgers qui le payaient, là. 500 000. Il gagne salaire. Ben, ils ont demandé aux Dodgers. Pas 500 000. 500 000. Qui gagne 500 000? Le traducteur. OK. Non, le traducteur. Il y a 500 000. Petit cachou, Konishiwa, Master Cornetto, oui, faisait entre 3 et 500 000 d'après Jerry, un contrat genre de 10 ans. Ça, c'est ESPN qui le dit, parce que ESPN, ils ont demandé aux Dodgers. Ils gagnaient comment l'interprète? Les Dodgers n'ont pas voulu dire le montant exact. Ils ont dit entre 300 et 500. Regarde, je vais te le dire, là, quelqu'un qui dit entre 300 et 500, c'est 500. C'est ça que ça veut dire. Là. Oui. Donc, ce cave-là, pense à ça 2 secondes.
Toi, tu as une job, parce qu'Otani, il a un contrat de 10 ans avec les Dodgers. Toi, tu as une job, tu travailles 8 mois par année pour 500 000 à être interprète. Interprète. Puis tu réussis, Christophe, à te faire crisser dehors du club de baseball. Pensez à ça 2 minutes, là. Faut-tu être un cave? Tu peux pas avoir plus cave que ça. Tu dis, ouais, le gars, il a un problème de jeu. Non. Le gars, c'est un pur abruti. Un pur cave. 500 000 pour être un interprète. 500 000 pendant 10 ans. À l'intérieur, dans l'organisation des Dodgers. Les Dodgers. Hey, tu voyages en première classe, t'es à côté d'Otani tout le temps. On s'entend-tu, Chris? T'es bien traité. Mais Otani, moi, je suis comme toi. Là. Le bout que je comprends pas, c'est que lui, t'es au courant de rien. Non, t'as peu. Non, l'affaire, c'est que lui... Après moi, c'est le doueur de l'autre. C'est ça. Otani, OK, il y a des montants d'argent, que j'ai lu, là. Mais ça va se développer puisqu'il y a une enquête fédérale. Mais il y a des montants d'argent qu'Otani savait qu'il donnait à son chum. Il y a d'autres montants d'argent que son chum jouait dans son compte de banque. Oh! Parce que, c'est quoi l'histoire de 10 millions avec DraftKings? Il y a une patente de 10,4 millions avec DraftKings aussi, une patente de même. Il y a plein d'histoires, là. Serait-il le Pete Rose japonais? OK, attends, c'est ça l'histoire. Là, il y a une patente, là. Parce qu'ils ont checké les paris. Ben, on n'a pas checké les paris. Ils ont demandé à l'interprète, c'était la police, ils ont demandé, c'est quoi tes paris? Il dit, j'ai parié sur le soccer en Europe. Oui, puis, c'est ce qu'il a dit. Oui, puis il a parié sur une autre affaire, mais il dit, j'ai jamais parié sur le baseball. OK. Mais là, ça, c'est la parole d'un gambler, là. Oui, on s'entend-tu? C'est un ivrogne, là. C'est un ivrogne du jeu, là. On s'entend-tu? Petit cachou, Konnichiwa. Konnichiwa. Je termine ça en vous disant une chose. C'est assez passionnant comme patente. Si l'enquête fédérale continue, puis ils réussissent à faire le lien direct entre Otani puis le bookmaker, puis là, il y a le bouffon entre les deux. Le bouffon, il est parti, l'interprète. Ils vont y en donner un autre. Mais s'ils réussissent à faire le lien entre Otani puis le bookmaker et que Otani a parié sur le baseball, lui, ça va être le plus grand cave de l'histoire de l'humanité, là. Parce que ce gars-là, tu dis, pourquoi tu paries? Tu l'as, ton argent. Lui, il a signé 700 millions 10 ans. Tabarnache. Ça n'a pas de bon sens. OK, pensez à ça, là. Le joueur... Non, t'as peur, dis-moi ça encore. Là. 700 millions 10 ans. 70 millions par année. C'est ça. Le gars a besoin de dégager de l'argent. Non, tu ne gages pas. Quelqu'un qui est très, 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 très riche. Oui. Très, 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 très riche. Puis qui joue au slot machine, c'est un câble. Ben oui. Ben oui, c'est pourquoi tu regardes des astis de citron tourner? Un gars 25 fois millionnaire qui va s'acheter des gratteaux de dépanneur, c'est un asti. Ouais, mais moi j'aime mieux les cerises. Oui, les citrons. Chris, t'es déjà riche. Pourquoi même s'il tombe 200$ dans la panne en avant, on s'en calisse-tu? Chris, ben oui. Va-t'en au buffet. Va-t'en au buffet, Chris, puis va prendre joue au golf, esti. Va voir le Grand Canyon. Amuse-toi. Non, Chris, il regarde des cerises tourner. Calisse. Faut-tu être abruti pareil, en tout cas. Mais le gambling, moi, je comprends pas ça. Un gambler, pour moi, c'est un cave. Un gambler, il a un problème, c'est un cave. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est personnel. C'est mon avis personnel. Oui, quelqu'un qui est gambler, c'est un abruti. Mais le gars, l'interprète, lui, c'est un cave. Il gagnait 500 000 par année avec les Dodgers. Mais imaginez un instant, là, il est là, la boute, là. Otani, s'ils font un lien, ce gars-là, il a un contrat de 700 millions sur 10 ans. Je suis sûr qu'ils vont en trouver un. Ou encore, ça va être étouffé. C'est sûr qu'il faut que ça soit étouffé, Jeff. C'est le meilleur joueur du baseball. C'est le meilleur joueur du baseball. Ça, c'est le lanceur qui frappe des circuits? Là? Le lanceur qui frappe des circuits. Le gars, il était c'est le meilleur joueur du baseball en avant de tout le monde et de très loin. Eux autres, ils donnent 2 millions par année pour les 10 prochaines années. 2 millions, 2 millions, 2 millions. On va dire, lui, il gagne sur les 10. Il gagne sur les 10 par année. Mais il ne donne pas sur les 10 par année. Il donne 2 millions par année. Le sur les 8 qui reste, il est reporté. Il est reporté en 2034, parce que 2024 à 2034, c'est 10 ans. Donc, ça fait 2 millions par année. Quand il va arriver en 2034, ça va être 68 millions par année pendant 10 ans. Ça fait un total de 700 millions. Ça tue pas de bon sens quand tu penses à ça. Le joueur le plus payé du baseball avant lui, c'était 450. Lui, il était à 700. Mais cette histoire-là, je vous le dis, là,
n'est pas finie. Là. Les enquêteurs, ils veulent être sûrs qu'Otani n'a pas un lien avec le bookmaker. En ce moment, il y avait un gars entre les deux. Wow! Dans ça, là, ils ont juste fait la goutte chinoise dans le front, puis il va tout dire, le bookmaker. C'est ça l'affaire. Le bout dangereux pour lui, c'est que c'est un Jap. Si c'était c'est un Jap, c'est un gars de la République dominicaine, ils n'ont pas de chance. Si c'est un joueur américain, il peut être protégé. Il peut y avoir une affaire qui peut arriver. Oui, je comprends. Pour une mégastar, je te parle de mégastar. Oui. Mais là, pour un joueur japonais, il va dire de quoi? Il y a une couple d'enquêteurs, il aimerait ça. Je suis sûr qu'ils sont bandés à penser qu'ils peuvent trouver un lien. Ah, les enquêteurs, en ce moment. Non, moi, je suis certain que les enquêteurs, ils ont dit, OK, là, on a quelque chose de le fun, là. On va mettre une équipe dessus, là. Non, ils ont mis une équipe dessus, ça, c'est sûr. S'ils ont un gars similaire à Nygaard qui a couru après Lance Armstrong, il n'y a pas eu plus enragé que ça, là. Oui. Oui, pour enlever la couronne d'un gars, là. Si vous avez suivi l'histoire de Lance Armstrong de A à Z, là, je m'excuse, là. Moi, Carlos de Punisher, dans Freestyle Friday, je confirme que Lance Armstrong a gagné 7 fois le Tour de France. Vous avez beau me dire n'importe quoi, il est triché. Non, je parie aussi, moi. Toute la gang avec... Toute dopée de la gang. Toute la gang de A à Z. C'est un Américain, c'était lui. Ils ont décidé de faire le son. Puis c'est drôle, parce que les Européens, ils ne couraient pas après. Parce qu'ils savaient qu'ils se tiraient dans le pied. Le Tour de France savait qu'ils se tiraient dans le pied. Et l'organisation. C'est un gars, c'est le USA Anti-Doping qui a parti à courir après Lance Armstrong parce qu'il l'haïssait personnellement. Oui, c'est ça. Puis il a décidé qu'il courait après. Ce gars-là travaille pour la UFC aujourd'hui. C'est lui qui est en charge du programme antidopage de la UFC. OK. C'est le gars qui a transféré après. Le gars qui travaille pour le gouvernement. Mais suivez l'histoire de Lance Armstrong. Lance Armstrong, c'est un enfant de chienne. Oh, on va se le dire, parce qu'il a tiré des chums under the... Il y a des chums... Ça a joué tough. Mais c'est une histoire que j'ai suivie du début. Mais la série, je ne me rappelle pas c'était où la série, mais elle était bonne. Là. Mais c'est un enfant de chienne. Là. OK. C'est vraiment un enfant de chienne. Ça a été le meilleur documentaire, il y a 5-6 ans. Ça s'appelle Icarus. Oui. C'est un documentaire que vous devez regarder. Oui. C'est là que la Russie avait les jeux à Sochi. Puis ils changeaient les samples d'un prises de 110. Il y avait comme des. Il y avait même des genres de. Il y avait des portes aussi, des genres de morceaux de gyps qui s'enlevaient. Non, c'était des fausses prises. C'était des fausses prises? C'était des fausses prises de 110. Ils savaient que ça la douette. Elle, si tu ouvrais une porte, tu passais les samples-là, mais l'autre, c'était une vraie prise que tu mettais du courant. Ouais, c'est incroyable. C'était des fausses prises. Non, c'est capoté, là. Non, c'est... Mais faut que je le donne aux Russes. Elle est bonne en crise. Oui, les Russes. Les Russes sont pas trop stables. Parce que, non, regarde bien ça. Il avait fait on va dire une base, là, on va dire une maison, une bâtisse commerciale, que tout le système antidopage était là. Juste à côté, les spies russes étaient là, puis c'est là qu'ils switchaient les flingues, tout ça. Oui, il était à ça. côté. Oui. Il était voisin. Oui. Elle est forte, là. Ouais, Fait que quand il fermait la porte à, mettons, 8 les autres sont prêts à tout. Quand il fermait à 10 h le soir, là, il y avait du monde qui les espionnait. Le dernier, il partait, puis il le suivait. OK, il est parti, il est rendu 1 kilomètre d'ici, il n'est plus dans le village, il est parti ailleurs parce qu'il couchait loin. Là, il y a une gang qui arrivait, puis là, il travaillait, puis il changeait tous les samples. Hey, c'est bon. Toute la gang. Incroyable. Thank you, Jerry, pour la boîte. C'est le fun, la boîte à pizza. La boîte à pizza. La boîte à pizza. Thank you, man. Radiopirate.com. Un autre monsieur le maire. On a eu le maire la chance cette semaine, mais là, on a un vrai maire. Un maire qui est élu, puis qui... T'es toujours maire, là. Hein? Tu me disais la dernière fois, je suis encore maire de l'île aux Grues, là. Oui, c'est ça. Après la campagne au provincial, le maire, ça n'a pas de lien entre les deux, mais quand je suis arrivé à la municipalité, après, le maire avait démissionné et il y avait une élection qui s'en venait pour le 23 avril 2003. Puis j'avais été interpellé. Je trouvais que ma municipalité, plus de maire avec une direction générale qui avait annoncé qu'il quittait, ça prenait quelqu'un qui avait un petit peu d'expérience là-dedans pour être capable d'assurer une continuité. Et c'est le sens du devoir qui m'a emmené là. Wow. Donc, Fred Poulin qui est connu pour son implication politique, Fred.
je sais qu'on va parler d'agriculture. Tu es un agriculteur, tu es dans le fromage. Mais avant, c'est sûr que je n'ai pas le choix de te demander. Tu as vu le sondage cette semaine de politique, c'est un peu déprimant. J'ai beaucoup de gens qui m'ont écrit, qui sont un peu débinés, puis qui... en tout cas, tu sais, il y a toutes les raisons de questionner les stratégies. Quand ça va pas bien, je veux dire, quand tu perds, tu gagnes pas, les gens se questionnent toujours, c'est normal. Sauf que moi, je pense qu'on a aussi un peuple qui, les idées conservatrices puis les choses plus de droite au niveau économique ne sont pas fort là-dessus. Ils se tournent toujours vers les partis les partis qui sont plus pour le gros gouvernement, les chèques donnés, les subventions de ci, les subventions de ça. Les Québécois sont amoureux de ça. Donc, des fois, on questionne un peu quoi faire pour essayer de gagner. Je parle du Parti conservateur du Québec. Puis je vois de temps en temps des petits tweets que tu fais où tu toi-même questionnes un peu l'orientation du Parti conservateur du Québec. Donc, pour toi, j'imagine que le résultat du sondage, qui est un peu bizarre dans la région de Québec, si on va se le dire, là, l'échantillonnage est un peu weird. Là. Je pense que Léger Marketing va devoir revoir ça. Là. Ça fonctionne tout simplement pas par rapport à leur dernier sondage. Mais pour le Québec, de voir qu'aux alentours de 10-11 % pour le PCQ, le PQ est en montée, tout le monde est en crise contre la CAQ, mais malgré le fait que le monde est en crise contre la CAQ, le PCQ gagne absolument rien dans ces sondages-là. Est-ce que toi, ça t'inquiète? Puis qu'est-ce que tu aimerais dire à Éric si jamais tu le rencontres pour lui dire, ben gars, il y a des choses peut-être que tu dois changer? Ben, ça m'inquiète. Je peux pas dire que ça m'inquiète, ça me surprend pas. On n'est pas encore prêt à être l'alternative économique pour les Québécois. Je pense qu'on a eu une bonne campagne électorale. Ça n'a pas donné le résultat qu'on voulait. Et à la suite de ça, je pense que ça a comme bien fait qu'on n'en gagne pas trop de suite parce que je pense qu'on n'était pas prêt à aller se battre dans cette cour-là. On a des bonnes idées, mais elles ne sont pas encore assez étayées, ne sont pas encore assez développées. Puis souvent, quand on est un parti qui parle de restreindre la présence de l'État au sein des individus, on a un défaut, c'est qu'on ne dit pas ce qu'on veut faire en compensation. Tu sais, on parle de diminuer les subventions, mais pour diminuer les subventions, il faut que tu compenses par quelque chose. Parce que la personne qui, depuis 25-30 ans dans une entreprise, qui reçoit des subventions, il a peur. Ben, tu changes son modèle de fonctionner. Fait qu'il faut que tu sois capable d'y donner l'espoir que tu l'emmènes vers d'autres choses puis qu'il va être capable de grandir là-dedans quand même. Parce que notre modèle, il est tellement incrusté dans l'économie du Québec qu'on ne peut pas le changer juste avec des belles paroles. Puis il faut être capable de faire voir à la personne jusqu'où qu'on est capable d'aller pour y donner un gain, même si on diminue ses subventions. Et souvent, il faut être capable de compenser ça par de la liberté économique, par le fait qu'on soit capable de dire aux entrepreneurs, on va vous donner le temps de travailler à votre entreprise, mais on ne vous donnera pas l'obligation de vous guidonner tout le temps pour être capable d'aller chercher des subventions. Puis ça, là, on le vend mal. Puis on n'est pas focus là-dessus. Parce que si on veut changer économiquement le modèle du Québec, il faut être capable de se gérer et de se vendre nous-mêmes. Parce que c'est probablement le plus gros mouvement qu'on propose depuis la Révolution tranquille du Québec. Tout est étatique depuis la Révolution tranquille. Et là, nous autres, on se dit, on arrive, on vient dire aux Québécois, ouais, OK, mais là, je pense qu'on a fait notre bout avec ça. Voici ce qu'on veut couper. Mais en même temps, on lui dit mal ce qu'on veut lui donner. Et ça, je pense qu'il faut qu'on le structure bien, qu'on le structure mieux. Ce que j'ai senti dans j'ai vu ton tweet cette semaine où tu disais justement ce que tu viens d'expliquer ça d'une certaine manière, puis tu le disais encore plus clairement dans le sens que tu allais droit au but en disant il faut comme tu viens de dire, il faut vendre ce qu'on va faire, il faut expliquer ce qu'on va faire. Ce que j'entends beaucoup, il y a 2-3 affaires que j'entends sur Éric. Puis, tu sais, moi, je suis un défenseur d'Éric Duhem dans une certaine mesure parce que je dis toujours aux gens, parfait, OK, vous êtes critique d'Éric, c'est parfait, mais qui vous les met à la place? Ils n'ont jamais de solution, ils n'ont jamais personne pour... Donc, moi, je pense qu'on est chanceux d'avoir Éric, mais est-ce qu'Éric est parfait? Non, loin de là, ça n'existe pas, la perfection. Il y a beaucoup de choses à changer pour lui. Puis, une des choses, je pense qu'il faut qu'il sorte de son personnage médiatique. C'est-à-dire qu'il n'est plus animateur de radio. Et il faut qu'il mette une croix sur... le travail qu'il peut avoir ultimement dans une autre carrière après qu'il ait fini son passage en politique. Faut qu'il comprenne que les gens qui sont là sont des gens pas fins, puis que même s'ils rencontrent à tout bout de champ puis ils essaient d'être gentils avec eux autres vont y planter des couteaux dans le dos à tout bout de champ. Donc, il faut qu'il sorte de son personnage d'animateur de radio qui critique,
parce qu'il est très bon là-dedans. Écoute, il est très rapide, il est très vite. Mais il faut qu'il devienne un genre de vendeur. Puis, tu sais, ce que tu expliques là, Fred, c'est drôle, hein, mais oui, tu as raison. Mais c'est encore plus simple que ça. On l'a vu comment les Québécois, puis le monde en général, comment ils sont très peu politisés. Toi, tu l'es, parce que tu es un maire, puis tu t'impliques, puis tu es clair dans ce que tu exprimes. Mais monsieur tout le monde est un peu pas de même. Et lui, il a besoin de genre de choses simples à comprendre. De liner. Il a compris sur... Tu sais, la CAQ, s'est mis à débouler avec l'histoire des Kings, ce qui est quand même une niaiserie, là. Et l'augmentation de la popularité de Poilievre, c'est sur une phrase bien niaiseuse. Là. Axe de taxe. Donc, c'est des affaires, des fois, qui sont très basiques, mais des affaires qui touchent directement le monde puis que les gens comprennent. Tu sais, Make America Great Again. Quand on a vu ça la première fois, on s'est dit, wow, c'est un beau slogan. Mais c'est ça qui réunit tout le monde. Je pense que ça lui prend un genre de punch, puis il faut qu'il frappe là-dessus. La stratégie est certainement à revoir, mais celle-là est pas bonne. C'est beaucoup d'explications, d'aller voir les journalistes pour expliquer des affaires que finalement les journalistes reprennent, ils vont rien reprendre de cette conférence-là, puis qu'ils vont essayer de le planter dans le coin sur quelque chose d'autre qui n'a rien à voir avec l'invitation et le sujet qui était au cœur de la conférence de presse. Faut arrêter de penser qu'on va gagner par eux. Je ne sais pas si tu me suis là-dessus. Ah, tout à fait, mais en même temps, faisons abstraction de qui ils sont, là. Nous autres, on a une job à faire. Puis la première des jobs qu'on a à faire, c'est de définir qui on est au niveau de nos valeurs. Tu sais, parce qu'on a tous une idée, mais c'est écrit nulle part. Il n'y a rien qui dit, ben, un conservateur, là, en grosso modo, là, c'est comme ça que ça pense. C'est ça son orientation économique. Tu sais, c'est ça son orientation sociale. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de conservateurs qui s'ignorent qui sont conservateurs? Oui, mais en même temps, on laisse à tout le monde décider c'est quoi un conservateur parce qu'on ne l'a juste pas écrit encore. C'est ça. Mais moi, je te dis que quand tu fais un sondage présentement, puis il y a un paquet de monde qui vote péquiste, là, qui vont voter péquiste, là, c'est bourré de conservateurs là-dedans. À la base, le mouvement péquiste, c'est un mouvement qui était très conservateur. C'était pas un mouvement social. Penses-tu que le bonhomme qui reste à Clermont, dans Charlevoix, que le gars, il est d'origine, le gars, son père, c'est un farmer, lui, c'est un farmer, il vote péquiste, lui. Il vote péquiste, lui. Ben, il peut voter pour qui veut. Non, en réalité, c'est un conservateur, ce gars-là. Là. Il s'informe comment, pourquoi il vote péquiste? Il s'informe comment, puis il parle comment. Voilà. Écoute, l'essentiel de la nouvelle nous vient d'une région montréalaise ou des alentours qui est faite pour ce qui est aux alentours de la région montréalaise. Je te parle des nouveaux péquistes, justement. Lui, là, il vote péquiste, mais en réalité, il ne sait pas pour qui il vote. Il vote pour un gars qui pleure. Ben, il vote parce que c'est rassurant parce qu'il a déjà voté péquiste ou qu'il a déjà connu du monde qui a voté péquiste. Mais il faut que ça arrête, ça. Ben, oui, mais c'est à nous autres de... Tu sais, à un moment donné, là, on ne peut pas forcer les gens à voter pour nous autres. C'est à nous autres de se mettre séduisant. Qui sommes-nous comme conservateurs? Qu'est-ce qu'on devrait être comme conservateurs? Qu'est-ce qu'on devrait vendre comme de quoi? Quel genre de conservateur on est? Je veux t'entendre là-dessus. Sur quoi? Économie, sociale, etc. Vite de même. Là. Moi, je pense que, premièrement, on devrait prôner une diminution de l'application du gouvernement, mais aussi vendre le fait qu'en faisant ça, on va ouvrir une liberté économique. Écoute, moi, j'ai des amis restaurateurs, là, ils ont besoin de 5 permis pour être capables d'opérer. T'sais, on réglemente les heures, il y a tellement de tracasseries administratives à faire qu'à un moment donné, on peut-tu juste lui donner de l'air? Puis là, je parle même pas de la relation qu'ils ont avec la SAQ. Si tu veux te produire une bière... Il y a beaucoup de choses comme ça. L'autre affaire, un conservateur, c'est-tu quelqu'un qui va se mettre en avant du Parlement, par exemple, puis qui va réclamer des droits tout le temps, ou c'est quelqu'un qui travaille puis qui arrive avec une solution puis qui se propose, puis qui la défend? Puis à un moment donné, il va falloir se concentrer sur le message, faire ce qu'on a à faire. Puis tu parlais tantôt de Poilievre. Harper, c'était la même affaire. Harper, il avait 5 points dans sa campagne électorale, dans sa plus grosse des campagnes électorales. Et il l'a martelé systématiquement, jour après jour, jour après jour. À un moment donné, on ne peut pas être des deux côtés de l'arbre. Il faut prendre un bord. Il faut apprendre de ça. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est 4-5 points maximum. Est-ce que tu y vas beaucoup? Bon, on a des défis économiques, mais il y a quand même des défis au niveau social, OK? Donc, conservateur, parce que Éric et son équipe proche ne sont pas... tu sais, actuellement, il y a des affaires woke qui dérangent beaucoup de monde, OK?
Et chez les conservateurs, ça dérange beaucoup de monde. Mais Éric et son équipe, même s'ils l'ont fait la semaine passée là, pour l'histoire des kids trans, on sait que ça ne vient pas d'eux. Là. On sait que c'est pas naturel chez eux. C'est venu par une pression extérieure des conservateurs fédéraux, puis probablement de l'Alberta, qui ont mis de la pression sur Éric pour qu'il embarque là-dedans. C'est pour ça qu'ils l'ont fait le lendemain du budget. Ils savaient que ça allait être couvert plus ou moins, que ça allait passer, mais ils pourront dire qu'ils l'ont fait. Donc, le côté social, ils ne l'ont pas. Mais le côté social, c'est le côté souvent émotif. Le côté économique, c'est un côté qui est un peu froid, qui ne touche pas nécessairement le cœur tant que ça. Oui, ça peut arriver. Tu peux avoir une histoire économique que tu fais un chèque, c'est sûr que tu peux avoir des votes. Mais souvent, c'est des choses qui touchent. Puis aussi, il peut y avoir une patente de taxes comme Harper avait fait. Mais souvent, c'est relié à des petites choses qui sont discutées à tous les jours dans la société. Oui, ce sont des affaires des fois un peu touchées, mais il n'y a personne qui défend ces gens-là. Tu sais, le wokisme, ça dérange beaucoup de monde. Mais vois-tu, ils ne sautent pas là-dessus. Ils ne vont pas beaucoup sur cette game-là. Donc, il faut savoir aussi à qui tu t'adresses, qui tu veux comme électeur. Es-tu d'accord avec ça qu'il faut savoir qui on vise? Mais avant de savoir qui on vise, il faut savoir qui on est. Il faut le définir. Puis après ça, les gens vont le suivre. Tu sais, à un moment donné, là. Mais est-ce que toi, tu jouerais à cette game-là? C'est-à-dire de. Tu sais, je veux dire, ça peut pas être juste des affaires économiques. Non, mais en même temps, quand tu places qui t'es, tu l'as dit souvent, tu as laissé les gens te définir à un moment donné dans ta carrière, puis ça t'a emmené à des endroits où est-ce que tu voulais pas aller, puis qu'il y a des gens qui ont une perception de toi qui, après 5-10 ans, te découvrent autrement, ils disent « Hey, c'est pas la vision que j'avais de toi. » Ben, on est en train de faire exactement la même affaire. T'sais, comme conservateur, c'est qu'on laisse les gens définir les conservateurs comme étant des coucous, des gens qui chiolent, des gens qui n'ont pas de solution, puis on est les plus weirdos de la société. Pourquoi que les gens ne viennent pas en temps de crise économique voir le PCQ alors que normalement, quand ça brasse en économie, tu vas voir... C'est carrément à cause de ce que tu viens de dire. C'est ça. Ben, c'est où qu'on démontre qu'on n'est pas ça? Il faut prendre le temps de le faire. Puis c'est la base. C'est vraiment la base. Tu sais, le PQ, là, tu te poses pas de questions. Premier article du PQ, c'est la souveraineté. Nous autres, c'est quoi? On le sait même pas. On a une idée vague parce qu'on s'en parle entre nous autres, mais il est où le document écrit qui décrit en 4, 5, 6 points c'est quoi nos valeurs puis c'est quoi à quoi on je pourrais te poser la question sur la CAQ. Ils ont été élus 2 fois avec beaucoup de députés. Ils sont quoi? C'est quoi leurs points 1, 2 et 3? On ne les connaît pas non plus. Non, mais la CAQ sont arrivés dans un moment où est-ce qu'il y avait un épuisement. Puis la CAQ a été la 2e trahison économique du Québec. Moi, là... Oui, c'est ça. Ils ont fait beaucoup de promesses de, justement... Des promesses d'affaires de fonctionnaires, mettre un peu de monde dehors, faire du ménage, de ci, de ça. Il parlait même, Christophe, il a écrit un livre, le bonhomme. C'est-à-dire, on parlait de pétrole, de ressources, de ci, de ça. Ils sont arrivés au pouvoir, ils ont tout écrasé. Absolument, absolument. Puis écoute, il n'y a rien qu'ils avaient promis dans le temps qui s'est réalisé, ou très, très, très peu. Là. Mais c'est même plus dans le même esprit que c'était. Moi j'étais à Dekis au début. Moi, quand Mario Dumont a essayé de plaire à tout le monde, on l'a échappé. 41 députés, c'était une bonne idée, mais comme personne n'était prêt à être là, on a détruit le mouvement de droite avec une gang de personnes pas prêtes pendant 10 ans ou 15 ans. Après ça, la CAQ sont devenus des péquistes, sont devenus des libéraux, ils étaient rendus pareils aux autres. Oui, mais en même temps, ils avaient fait la même erreur. Ils n'avaient pas défini qui était. Je sais. La CAQ, eux autres, sont arrivés, ils ont vendu quelque chose, ils ont fait d'autres choses. Mais, OK, la pandémie, ils ont peut-être donné le deuxième élection, mais je ne suis pas sûr que ça va nous en donner une 3e. Mais en même temps, nous autres, on ne s'est pas placés pour être l'alternative à ça. On n'a pas défini qui on était, on n'a pas défini notre message. On réagit plus qu'on agit. Puis, ça fait à un moment donné qu'on est un peu diffus. Puis, il faut qu'un électeur, quand il pense conservateur, il a une image instantanée dans sa tête. Puis, pour l'instant, l'image qu'il a, c'est le coucou. Est-ce que c'est... Tu sais, c'est dur de défaire une étiquette qui est déjà collée, là. Oui, mais il va falloir être impeccable là-dessus. Puis je t'annonce que les changements que les conservateurs proposent, on va devoir être plus blanc que blanc sur toute la ligne, du début jusqu'à la fin, parce qu'on va tellement shaker les colonnes du temple qu'on va être fouillé de partout, 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 partout. On ne pourra pas l'échapper. On ne pourra rien échapper, parce que nous autres, là,
s'il y en a qui marchent un madrier de 10 pouces de large, là, nous autres, là, c'est un fil d'affaires qu'on a. On n'a pas cette marge de manœuvre-là. Puis c'est à nous autres d'être conscients qu'on est là-dedans, qu'on est là-dessus. Puis c'est à nous autres de s'adapter à ça, puis de se rendre séduisant pour les Québécois. On ne les forcera pas à voter pour nous autres. C'est notre job. Puis moi, en même temps, je te dis ça, je suis ici, mais mes 2 enfants étudient à l'extérieur. Tu sais, il n'y aura pas de... comme peut-être pas le meilleur porte-parole pour ça. Mais l'affaire, c'est que la famille passe en premier. Ben, on s'entend-tu, là? C'est comme la police d'assurance. Tu sais. Oui, on est là, mais mes enfants sont à l'extérieur parce que si ça va trop mal ici, ben, ils vont avoir le choix d'aller où ils veulent aller dans le monde. Ça va mal ici, ça, l'histoire aussi. Là. Ça va pas. Oui, ça va mal. Mais c'est parce que ça ne saute pas d'en face. C'est un engourdissement. C'est la grenouille dans l'eau froide. La maudite grenouille. Que l'eau se réchauffe puis que l'eau se réchauffe. Oui, mais c'est ça pareil. La Christophe de grenouille. Puis à un moment donné, ben, c'est quand tu es rendu brûlé au 2e degré que tu commences à être prêt à agir. Parce qu'en attendant, ça fait juste réchauffer un petit peu. Ça fait juste réchauffer un petit peu. C'est une petite contrainte ici. C'est une petite contrainte là. Mais tu sais, il n'y a rien qui a vraiment tombé d'un coup qui fait en sorte. Puis tu sais, on dit qu'on est dans le mur, puis moi, je suis totalement d'accord avec vous autres quand vous dites ça. Mais en même temps, ça fait 25-30 ans qu'on entend parler des problèmes d'urgence, que ça ne se règle pas, on s'est comme habitué à ça. Puis à un moment donné, on a une petite alternative. Fait que ceux qui ont plus les moyens, ils vont dans l'alternative. Puis on n'aime pas se comparer à ceux qui sont autour de nous, qui sont des gagnants. Tu sais, nous autres, quand on veut se valoriser, on se dit, on n'est pas si pire que ça, on regarde eux autres. Au lieu de dire, on prend le meilleur, puis on se dit, à nous autres, notre objectif, c'est d'être là. On se donne tant de temps pour y aller, puis voici le chemin qu'on va prendre pour y aller. Puis on a besoin de telle affaire, avec un plan détaillé, clair, mais détaillé, simple, avec des objectifs, des obligations, puis des comptes rendus. Tu sais, de dire, moi, là, c'est ça l'objectif, je veux m'en aller là, voici le chemin qu'on va prendre, puis voici à telle date où est-ce qu'on veut être rendu, puis voici à telle date où est-ce qu'on veut être rendu, puis qu'est-ce qu'on va faire si on n'est pas rendu là. Mais les conservateurs fédéraux avaient un peu ça, là, dans le sens que il y avait toute cette ligne-là. C'était quand même assez clair avec O'Toole puis l'autre. J'ai oublié les deux. Là. Il y a O'Toole puis il y en avait un autre avant. Là, Scheer. Tu sais, c'était quand même... Le message était quand même bon. La réputation était quand même bien. Mais c'était mal vendu. Tu sais, ça n'avait pas de punch. Là, il est arrivé Poilievre avec un... Je veux dire, le gars, il a juste trouvé la petite affaire qui touche le monde. Puis là, ben, il frappe là-dessus. Donc, la récession, pas la récession, mais l'inflation à Justin, il colle là-dessus, les maisons, la taxe du carbone, etc., etc. Donc, il a vraiment trouvé une petite affaire très, très simple. Il a joué là-dessus, mais c'est un bon vendeur aussi. Là. Je veux dire, je ne sais pas d'où il arrive, je ne sais pas s'il a pris un cours, mais il y a 10 ans, on ne le connaissait pas. Il arrive, bang, il sait comment utiliser les réseaux sociaux, il est on target tout le temps, c'est simple, tout le monde comprend. Bang! Il est rendu quasiment à 1 Canadien sur 2 qui va voter pour lui avec, je vais te dire, ben affaire, là. Pas grand-chose de plus que finalement O'Toole ou Scheer avait, là. Non, mais Poilievre, il y a des choses qui sont bien à lui. Il reste extrêmement focusé sur son message. Oui. Et ça, en politique, c'est une des choses les plus dures à faire. Ramener toujours à ton message. Et moi, là, ma directrice de campagne, là, j'avais le don de m'étendre sur des affaires des fois puis de répondre. Puis là, elle me disait, Chris, garde ton message. T'es là pour donner ton message, garde ton message, tu sais. Puis c'est dur à faire. Puis je te le dis aujourd'hui parce que je suis pas dedans, là, c'est facile à faire. L'autre affaire, Poilievre, je sais pas si vous êtes déjà allé dans un de ces événements. Il y a du monde autour de Poilievre, là. Ça roule, là. Même la prise de photo, là, tu sais, c'est réglé au quart de tour. Tu nous donnes ton appareil, tu t'en vas là. Si tu es telle personne, tu sors là. Puis, ah oui. Puis, OK, c'est il y a une organisation. Il n'y a rien qui est laissé à la légère autour de Poilievre. En tout cas, pas de ce que j'en ai perçu. Il y a une organisation autour de ça qui sont totalement dédiés. Puis l'autre affaire... Beaucoup d'argent, là. Oui, mais tu sais, c'est pas rien de l'argent à un moment donné. Il y a beaucoup de bénévolats en politique, puis tu ne pourras jamais payer tout le monde pour tout ce qui est à faire en politique. Oui, il y a de l'argent, mais il y a aussi une organisation. Il y a des gens dévoués. Puis l'autre affaire, puis ça, c'est Chrétien qui le disait, en politique, il faut que tu t'entoures de gens qui sont contre toi pour qu'ils te brassent tous les jours, parce que quand tu t'en vas sur une mauvaise track, c'est des gens en qui tu as entièrement confiance, mais qui ne sont pas systématiquement de ton côté. Parce qu'à un moment donné, tu as besoin de te faire shaker, puis tu as besoin d'avoir une vision d'ensemble
de où est-ce que tu t'en vas. Alors qu'en politique, c'est tellement facile de se laisser prendre dans sa bulle puis de commencer à se croire. Là. Fait que il y a ça, Poilievre, autour de lui, j'en suis convaincu. Il y a quelqu'un ou 2-3 personnes qui sont capables de le driver, de l'enligner le matin. De le garder focus. De le garder focus, puis de s'assurer que... Tu sais, ça prend du monde qui ne sont pas dans le feu de l'action tout le temps pour t'emmener là. Ça te prend du monde qui ont un pas de recul puis qui sont capables d'analyser la situation à plus haut vol. Parce que quand tu es dedans, tu es trop dedans. C'est cette semaine, c'est mercredi qu'on a eu Joe Hamel. Puis je suis d'accord avec Joe, mais pas tout le monde est d'accord avec ça, que Éric doit utiliser plus les rencontres directes, les vidéos que Jim va faire sur Twitter ou Facebook ou Instagram. Un peu comme Poilievre a fait, parce que Poilievre a contourné les médias traditionnels parce qu'il voyait que les médias traditionnels étaient carrément contre lui. Donc, il a utilisé les nouveaux moyens d'aujourd'hui. D'autres vont me dire « Ouais, mais au Québec, si tu veux viser les boomers, parce que ultimement, ils sont nombreux, les X de la deuxième génération, les plus vieux, ils sont devant LCN, ils sont devant RDI, tu n'as pas le choix, etc. » Donc, il y a comme deux écoles de pensée. Moi, je fais partie de celle que Joe a partagée cette semaine, que les journalistes vont toujours lui nuire. L'exemple de cette semaine, c'est ça. Là. Je vais juste vous rappeler ce qui est arrivé. Okay? Cette semaine, il convoque la presse au Parlement et la presse vient, c'est pour parler du budget puis parler d'avoir que le poste du ministre des Finances soit revu puis qu'il soit mis dehors parce que le gars, il s'est fourré puis il a fait des erreurs immenses. Puis, c'était une bonne présentation. Mais là, il y a une question sur les pleurages de PSPP et quand tu regardes la couverture, il n'y a aucune couverture sur l'économie et tout est là-dessus. Puis le lendemain, à Montréal, avec des électeurs péquistes et libéraux et caquistes, Paul Arcand reprend la nouvelle qu'il y a. Bon, mais Éric Duhem, là, il fait du chemin sur PSPP, il va falloir que... Alors que c'est pas ça pantoute qui s'est déroulé. Donc, très, très dur d'être focus puis de passer le discours quand les journalistes sont de mauvaise foi de même. Donc, qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais Éric? Est-ce que tu continuerais à parler au monde directement sur les réseaux sociaux? Ou encore, tu t'estines à vouloir essayer de te battre contre des médias qui vont toujours te faire passer sur ton mauvais jour? Bien, on n'a pas une obligation de moyens. On a une obligation de résultat. À un moment donné, il faut que tu constates que la manière que tu t'y prends pour passer ton message ne marche pas. Puis à partir du moment où est-ce que tu as ce constat-là de fait, il faut que tu changes les choses. Bien, je pense que là, ça fait un bout qu'on essaye avec les médias, au Parti conservateur, d'être fin, d'être... Ça ne veut pas dire de les envoyer chier, là. Mais ça veut juste dire qu'à un moment donné, ça ne livre pas ce que c'est supposé de livrer comme message. C'est pas ce que tu t'attends que ça sort. Ça sort pas de la manière que tu t'attends quand tu le donnes. Fait qu'à un moment donné, si tu veux contrôler ton message puis être certain que les gens entendent ce que tu veux dire pour vrai, il faut que tu changes de moyen. Puis c'est pas vrai là, que les gens... Oui, les gens sont à la journée longue à LCN, mais LCN, ça se répète à la demi-heure. Fait que, à un moment donné, ça devient un bruit de fond, mais ils vont aller sur Facebook, ils vont aller sur Twitter, ils vont aller ailleurs. Puis... Tu peux les rejoindre, là, tu sais. Puis à un moment donné, il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses de façon structurée. Poilievre, il se tient debout devant les journalistes. Quand les journalistes, tu sais, on l'a vu sur plusieurs vidéos, il y a l'histoire de la pomme, entre autres, mais il y en a d'autres, là. Éric n'a pas ça dans lui. Éric, lui, c'est un gars qui est quasiment trop fin. Puis moi, je pense, je l'ai dit cette semaine, puis je continue à penser, je pense que dans le fond de lui, il se sent encore dans cette gang-là et il ne veut pas non plus trop déplaire parce qu'il pense, à un moment donné, c'est peut-être dans son subconscient, qu'il va retourner dans ce milieu-là, puis il ne veut pas nécessairement tout brûler pendant qu'il est chef pour que, justement, après, il ne se passe rien. Est-ce que tu penses qu'Éric devrait, sans être... Il n'est pas capable d'être impoli, ça ne serait pas Éric, mais est-ce qu'Éric doit se tenir debout, répondre plus durement aux journalistes, là, faire ce que Poilievre fait, faire ce que... Bon, Trump est un peu plus direct, mais est-ce que c'est la stratégie qu'il devrait avoir en plus? Bien, tu sais, Poilievre, là, il se tient debout, mais ce qu'il fait surtout, c'est qu'il force le journaliste à préciser sa question, à préciser son affirmation. Puis il creuse dedans. Il n'est pas dur. C'est juste qu'il amène le journaliste à dévoiler la partie tendancieuse de sa question. Oui. Puis là, il challenge là-dessus. Il n'est pas dur avec le journaliste. Je ne l'ai jamais vu être impoli avec un journaliste. Jamais. Mais il creuse. Il va voir. C'est ce côté-là que j'aimerais qu'Éric ait.
Oui, mais moi, quand je t'ai entendu cette semaine dire « Éric, il se garde une gêne parce qu'il se voit encore dans les médias », j'ai trouvé que c'était la chose la plus dure à date que tu avais dit sur Éric. Tu comprends? Ouais. Parce que si c'est le cas, écoute, tu peux pas monter 2 chevals en même temps. Là. Ça se fait pas, là. Puis à un moment donné, il faut que tu choisisses. Puis, écoute, on propose aux conservateurs un changement complet de la façon d'avoir une relation avec l'État. Tu peux pas faire ça rien qu'à moitié. Puis tu peux pas faire ça en étant sans être totalement dévoué à ça. Puis c'est la même affaire qu'une entreprise. Quand tu te pars une entreprise, gérer un restaurant, Jeff, tu as ton entreprise. T'sais, surtout au moment où est-ce que tu démarres, là. Moi, j'en ai parti une entreprise, la même affaire. Les premières années, là, tu peux pas lever la tête, pas une seconde. Pas une seconde. Il faut que tu sois. Moi, là, à Lille, là, quand j'ai parti à la ferme, moi, j'ai pas hérité ça de la famille. Là. Quand j'ai parti à la ferme, là, les 7 premières années, je suis tellement jamais sorti de l'île que j'avais désappris à conduire en ville. Ma blonde ne voulait plus que je conduise en ville parce que je t'ai rendu dangereux. J'avais plus de réflexe. Mais on a quand même bâti une entreprise à coup de travail, de dévotion, à coup de sacrifice. Ben, c'est la même affaire, partir un nouveau parti politique. Tu sais, dans moi, ce que je fais, là, puis j'ai formé d'autres qui l'ont fait après, puis ce que je leur disais il y a longtemps, je le dis encore aujourd'hui, je le répète encore aujourd'hui. Je leur disais, faut tellement que tu sois vrai, puis il faut tellement que tu dises ce que toi tu penses, et non pas pour plaire, mettons, à ton boss, plaire à ton co-animateur, penser à tes 2-3 chums dans la chambre de hockey. Faut que tu dises que toi. Puis des fois, là, tu sens que tu es à contresens de tout le monde. Là. Et ça se peut que ta blonde te le dise en arrivant, puis ça se peut que ta mère te bougonne au point de ne plus t'appeler. Là. Ouais, mais ça là, si à chaque fois que tu ouvres le micro, tu penses à tous ceux qui peuvent te dire que tu es dans le champ, tu vas ouvrir le micro, tu vas avoir la chienne. OK? Donc, si tu es de même, tu es fait. Moi, écoute, c'est dur pour moi parce que j'aime beaucoup Éric. Sauf que je ne les sens pas. Dans ce que je viens de dire là, je ne sens pas ça. Je ne sens pas ça. Je le sens pas. Puis je pense qu'à un moment donné, il faut que comme tu viens de le dire, il faut que tu investisses tout. Puis les conséquences de ça, ce qui arrivera à la fin, on ne le sait pas. C'est peut-être grandiose, mais ça se peut aussi que ce soit un accident de char terrible. Mais il faut que tu ailles jusqu'au bout, puis à la fin, tu vas pouvoir dire « j'ai été jusqu'au bout ». Tu sais, je te donne l'exemple de cette semaine, l'histoire des adolescents pour les bloqueurs et ces affaires-là. Là. Je le sais qu'ils ne sont pas à l'aise avec ça. Je le sais que ces points-là ne sont pas à l'aise. Mais un mouvement conservateur, qu'il soit en Alberta, qu'il soit à Ottawa, qu'il soit aux États-Unis, qu'il soit au Texas, qu'il soit au Québec, il faut que tu crois, il faut que tu sois dedans pour vrai, là. Tu ne peux pas le faire pour faire plaisir à quelqu'un à l'extérieur qui te demande de les appuyer, puis le faire sur le bout des pieds, juste pour... C'est pas quelque chose... Je le sais que c'est... Puis, je leur en veux pas, ils sont ce qu'ils sont. Mais je veux dire, un mouvement conservateur... Les gens qui sont conservateurs pour vrai, puis même ceux qui ne le savent pas, comme tu dis, Jerry, il y a plein de points qui les touchent, qui ont hâte que les gens leur en parlent pour vrai, là. Puis il y a un paquet de choses qu'on ne parle pas. Il y en a plein d'affaires qui touchent les gens directement au cœur, qui les touchent dans leurs valeurs. Tu sais, il y a actuellement dans notre société beaucoup de choses qui se passent, là. Tu sais, c'est un repositionnement, puis beaucoup de gens n'aiment pas la direction que la société prend en ce moment. Non. Si les libéraux, quand je dis les libéraux, les gauchistes, les liberals, amènent le bateau vers une place puis qu'on ne se reconnaît plus comme société, il faut que les gens qui, eux autres, disent « Non, un peu, on a des valeurs ancrées, on a des traditions, on a telle affaire. » Il faut qu'il y ait un gardien de ça. Mais si tu es dans cette équipe-là, puis tu y crois pas vraiment, ben le bateau, il va dériver pas à peu près, là, puis on ira nulle part, là. On va finir dans un rocher, puis le bateau va couler, là. Donc, c'est un peu ça que je sens. C'est effectivement le cas. Puis la première des choses, c'est moi, je persiste et signe. On doit définir qui qu'on est en premier avant d'essayer de bâtir quoi que ce soit. C'est où
qu'on se rassemble au niveau de nos valeurs communes, comme conservateurs. Puis après ça, peu importe de l'allégeance politique que tu auras, quand tu sais que tu te rejoins dans des gens qui te rassemblent, qui prônent la même affaire que toi, après ça, il arrive une problématique, comme tu parles, sur les trans ou quoi que ce soit, tu es capable de l'analyser avec ta grille des valeurs. Je prends ce sujet-là parce que c'est le dernier, oui. Mais ça pourrait être d'autres. Là. Mais moi, le premier, c'est la semaine du budget. Le budget le plus déficitaire de l'histoire du Québec, on parle des trans. Fait comme, what the fuck? J'ai pas compris. Sérieux, j'ai pas compris. J'ai compris. C'est qu'il fallait qu'il en parle. Il fallait qu'il en parle parce que c'était des affaires de bloqueurs de puberté. Il fallait qu'il en parle. Est-ce qu'il fallait qu'il en parle là? Il y a un débat. Regarde, moi, ce que ça me montre, c'est que c'était le meilleur moment pour que ça fasse pas de bruit. Mais si quelqu'un leur demande, vous êtes placé où là-dedans? Oh, on a déjà fait de quoi? On a parlé, on a parlé. Ah oui, vous avez parlé. Oui, on a parlé. Là. Okay. Il y a une stratégie là-dedans. Là. Pensez-y. Là. Mais c'est peut-être quelque moi, chose je l'ai dit à Eric. nécessitait... Il était dans le studio. À un moment donné, il me disait en dehors des ondes, il dit, demain, je fais... Je sais pas trop, genre 2 jours après, il dit, je fais une patente sur les trans, Ouais, mais j'ai dit, c'est le lendemain du budget. Ouais, mais il dit, on va avoir une bonne couverture, puis les gens sont attirés par ça. Ouais, OK, mais moi, je comprenais pas le timing. Mais j'ai compris par après. J'ai compris par après que c'est un bon moyen de présenter le sujet pour pas que ça devienne une patente qui... Parce que, c'est ça, c'est toutes les causes sociales, Éric n'est pas nécessairement à l'aise avec. T'sais, c'est pas ça. Lui, il a une vision très politique. Mais le politique, ça intéresse, on va se le dire, peu de monde. La vraie politique intéresse peu de monde. Il faut que tu touches le monde dans des sujets qui sont des fois d'apparence pas très politiques. Oui, puis en même temps, tu sais, le sujet des trans, ça aurait pu quelque chose qui fasse l'objet d'un communiqué de presse sans faire une conférence de presse. Tu as dit ce que tu avais à dire là-dessus, mais c'est pas le sujet de l'heure. T'es pas là-dessus, tu sais. Puis les gens, là, moi, je me souviens, en campagne électorale, j'avais beaucoup d'anciens libéraux. Écoute, les enfants libéraux, je vois pas avec les enfants péquistes d'un cours d'école, là. C'est pas vrai qu'on n'est pas politisé, là. On l'est peut-être un petit peu moins parce qu'on considère que les politiciens méritent pas le respect que les gens méritaient dans le temps, mais ça prend pas grand-chose que les gens deviennent politisés et s'en occupent. Mais en même temps, on prend beaucoup de temps à parler de choses qui concernent 1, 2, 3% de la population. Voilà. Puis on s'occupe très peu de ce qui concerne 95% de la population. Merci, c'est ce que je disais. Plus de Fred dans le Prime. Plus de Fred qui va nous parler cette fois-là, non pas du PCQ, parce qu'il a déjà été, on le sait, candidat. Il est le maire de l'île aux Grues. Non, mais là, on va parler de sa vraie job. On va parler de ce qui se passe dans le domaine de l'agriculture. Fred, dans le Prime. Si vous voulez devenir membre de radiopirate.com et avoir une semaine gratuite, allez sur radiopirate.com. Là, allez vous inscrire. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. 3, 2, 1. Radiopirate.com. Première fois de la saison qu'on parle avec Philippe Brasseur de Pôle Position, pôleposition.ca ou encore carrément le magazine édition kiosque avec beaucoup de choses sur la F1 dans la dernière parution, également sur la saison de rallye qui s'en vient et également aussi sur la saison de NASCAR qui, sérieusement, en tout cas, a commencé. Les 2 premières courses étaient complètement malades. Les 2 premières courses de la saison NASCAR, les 2 finishes étaient incroyables. Beaucoup d'accidents, finish très, très, très serrés. Et Philippe, d'abord, c'était salué. On ne peut pas dire la même chose de la Formule 1 avec la domination déjà des Red Bull. En fait, la Red Bull de Max Verstappen. C'était juste de 2 Red Bull pilotés par des pilotes ordinaires. Probablement qu'on aurait peut-être une meilleure course, mais Verstappen est déjà dans un monde à part. Et dans les dernières heures, on a su que, malgré toute l'histoire de Christian Horner, en arrivant en Australie, Max Verstappen a bien dit qu'elle allait respecter son contrat et demeurer avec l'écurie jusqu'en 2028. Est-ce que je me trompe?
Exactement, Jeff, oui, tout à fait. C'est fin 2028 que Max Verstappen est supposé finir son contrat avec Red Bull. Alors, en effet, toute la saga Christian Horner est partie du fait qu'il y avait donc des accusations à son égard de comportement inapproprié. On sait que c'était notamment des textos à caractère sexuel avec son assistante personnelle de l'écurie Red Bull. Par la suite, cette assistante-là a été suspendue par Red Bull. Elle a fait appel de ça et pas Max Verstappen, Christian Horner, lui, a été blanchi de tout ça. Mais c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de tensions, beaucoup de pression politique autour de ça parce que c'est vrai que le clan Verstappen, notamment Max Verstappen et son père, sont très proches de Helmut Marko, qui lui est un ancien pilote, qui est conseiller spécial de l'écurie Red Bull et qui est un peu en conflit par moment avec Christian Horner. On a su qu'il y avait comme toutes les rumeurs que en tout cas, je sais pas si Drive to Survive va tomber là-dedans l'année prochaine. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont contrôler et ne pas contrôler, mais juste ça, savoir qu'il y aurait eu même un genre de triangle entre guillemets amoureux entre cette assistante-là qui se faisait cruiser par son boss et qu'elle avait de l'autre côté probablement une relation assez intime avec le père de Max Verstappen. Si tout ça est vrai, c'est incroyable comme histoire. Là. Ben, disons qu'on n'a pas les preuves vraiment hors de tout doute de cela, donc on va se garder évidemment une grosse gêne par rapport à ça. Par contre, le fait que les médias qui en ont parlé, ils n'ont pas été poursuivis, personne n'a démenti officiellement ça. Donc ça, c'est un petit peu curieux comme situation, en effet. Puis j'ai envie de dire, Jeff, que quelque part, c'est plate à dire, mais heureusement qu'il y a ça, parce que le spectacle sur la piste, lui, il n'a pas été terrible lors des 2 premiers Grands Prix. Tu l'as dit, effectivement, grosse domination de Max Verstappen. Est-ce que ça va être comme ça tout le long de la saison? J'en ai bien l'impression. Puis il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est que cette Red Bull 2024, elle a été d'une certaine manière conçue avec un peu sous la même formule que la Mercedes de l'an passé qui n'avait pas performé. C'est-à-dire qu'on a fait une voiture avec des pontons très étroits et des choses comme ça. Et somme toute, là où Mercedes avait raté son coup sur la voiture 2023, Red Bull, eux, sont allés vers cette idée-là en termes d'aérodynamique et ça marche très très bien et on le voit. Moi, je pense que la domination de Verstappen cette année, elle risque même d'être encore pire que celle de 2023. Oui, c'est incroyable. Les autres, on a l'impression qu'au début du camp d'entraînement, donc des essais d'hiver qui se déroulaient à une semaine du premier Grand Prix, on a l'impression que Mercedes avait fait un grand pas par en avant. On avait l'impression que McLaren avait fait un pas par en avant. On avait l'impression que le trou... Il y a eu comme un milieu de saison difficile pour Aston Martin qui était reparti vers la fin de la saison en revenant avec une voiture qui ressemblait beaucoup à celle du début de saison. Puis que là, il avait développé des choses pour permettre à Aston Martin de continuer pendant la saison à développer cette voiture-là puis à jouer avec les setups. On avait l'impression que les 3 écuries, puis j'exclus Ferrari parce que Ferrari a fait une bonne job, mais les 3 écuries que je viens de nommer, on avait l'impression que sans nécessairement aller challenger Max Verstappen, on avait l'impression qu'il y avait un pas de fait. Et après 2 Grands Prix, surtout celui de l'Arabie Saoudite qui nous a donné peut-être des indications sur le genre de voiture que ces écuries-là ont, on a vraiment l'impression finalement qu'ils ont soit fait du surplace ou carrément reculé. Il y a plus de points d'interrogation en ce moment chez Mercedes qu'il y en avait il y a 3 semaines, 1 mois d'après moi. Là. Ben exactement. En fait, on voit clairement que Mercedes et Aston Martin sont pas partis sur de très très bonnes bases. Aston Martin, somme toute, ils étaient 2e au championnat des manufacturiers l'année dernière, derrière Red Bull. Aujourd'hui, ils sont en arrière de Ferrari, ils sont en arrière de McLaren, ils sont en arrière de Mercedes. Donc, c'est vrai que oui, je pense que ces équipes-là ont simplement, je dirais, progresser, mais en continuant le développement de leur voiture 2023, alors que Red Bull est vraiment allé chercher une coche au-dessus encore dans le développement de ses voitures. Et ça, notamment, c'est un peu le génie aussi d'Adrian Newey, l'ingénieur en chef de l'écurie Red Bull Racing. Donc, c'est quelqu'un que, pour l'instant, il semble très, très courtisé par Ferrari, qui voudrait l'amener dans leur équipe avec Lewis Hamilton en 2025 et qu'on serait prêt à lui faire un chèque au montant qu'il veut ou à peu près. Oui. Mais pour l'instant, en tout cas, Adrian Newey, ce qui pourrait le faire quitter Red Bull, c'est qu'il n'aime pas, lui, toutes les chicanes politiques. Donc ça, si ça continue, l'affaire Horner et tout ça, ça pourrait être un élément qui motiverait Adrian Newey, l'ingénieur, à aller voir du côté de Ferrari. Mais pour l'instant, là encore, ce ne sont que des rumeurs. Donc là, on a déjà... bon, c'est sûr qu'il y a le côté... Parce que c'est dommage un peu qu'il y ait Red Bull, parce que quand on regarde la deuxième partie des autres équipes, c'est très serré quand même quand on regarde toutes ces équipes-là, surtout en configuration de course où certains ont un peu plus de misère avec les pneumatiques et tout ça. Donc, il y aurait vraiment une lutte extraordinaire si Red Bull n'était pas là, mais ils sont là. Sauf que il y a déjà une annonce qui a été faite, dont tu l'as dit, Lewis Hamilton s'en va chez Ferrari.
Ça va provoquer un jeu pas mal intense. On apprend, comme tu le disais, que la Aston Martin, en qualif, elle a l'air pas pire. En course, elle a l'air dure à conduire. Et ça a l'air une voiture qui est complexe à conduire, de ce qu'on comprend. Alonso voulait voir une amélioration avec la nouvelle voiture. Probablement qu'il ne voit pas ce qu'il aimerait voir. Ça veut dire que lui pourrait aller chez Mercedes l'an prochain remplacer Lewis Hamilton. Sainz pourrait se retrouver chez Aston Martin. Il y a plein de rumeurs. Mais là, c'est vraiment un open market, comme on dit, là. Oui, en effet, parce qu'il y a une chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à partir de 2026, Aston Martin va être équipé du moteur Honda. Or, on sait que les relations entre Fernando Alonso et les gens de chez Honda sont très mauvaises depuis l'époque McLaren, où Honda avait produit un moteur qui était vraiment pas compétitif et Alonso s'était pas gêné pour leur dire. Donc, est-ce que justement Alonso cherche à se placer du côté soit on parle même de Red Bull, advenant le fait que Max Verstappen partirait chez Mercedes. Donc, vraiment, on peut dire que quand Lewis Hamilton a annoncé qu'il s'en allait chez Ferrari, on se disait, bon, ça va se calmer un petit peu parce que Sainz va sans doute aller voir du côté de Mercedes. Mais là, on voit que depuis le début de la saison, tu l'as dit, c'est très, très ouvert. Et je crois que pour l'instant, il y a vraiment des points positifs et négatifs, autant d'un bord que de l'autre, dans le transfert d'Alonso notamment. Oublions pas une chose aussi, on n'en parle pas beaucoup, on commence tout doucement à en parler, mais de sources sûres, je peux te dire que présentement, Lawrence Stroll est très intéressé par les offres de Aramco pour leur vendre Aston Martin. Aramco, c'est la compagnie pétrolière d'Arabie Saoudite, la compagnie nationale d'Arabie Saoudite. Ils sont prêts à mettre un gros montant d'argent pour devenir propriétaires non seulement de l'équipe de Formule 1, mais de l'ensemble du manufacturier automobile Aston Martin. Et Lawrence Stroll serait quand même, il regarde ça de manière assez attentive pour peut-être vendre Aston Martin à Aramco. Et donc ça pourrait là aussi chambouler encore bien des choses. Sauf que dans cette rumeur-là, il y avait... parce que les gens d'Aramco qui sont les mêmes dirigeants que le fameux PIF, le fonds d'investissement saoudien, qui sont derrière LIV Golf également. On sait que, d'ailleurs, le rapprochement entre LIV Golf et la PGA a été fait par le CEO qui est l'ami de Lawrence Stroll, le grand ami, qui était au mariage de la fille de Lawrence Stroll il y a quelques mois en Italie. C'est là que le mariage entre la PGA et LIV a commencé à se faire. Donc, on sait que ce gars-là veut être impliqué dans tous les sports. Et là, il y aurait eu une négociation en fin de semaine où, justement, les gens de Aramco auraient carrément approché le clan de Max Verstappen et Adrian Newey que si jamais ils achetaient Aston Martin, ils aimeraient avoir ces deux-là. Mais là, quelques heures après que cette nouvelle-là est sortie, Max Verstappen est arrivé et a dit « Non, je vais être dans l'écurie Red Bull jusqu'à la fin de mon contrat. » Est-ce que c'est officiel d'après toi ou c'est le genre de choses en Formule 1 qui ne vaut pas grand-chose de dire qu'on va respecter son contrat et il pourra arriver un coup de théâtre dans quelques mois? Je dirais qu'en Formule 1, les contrats ne valent pas grand-chose en termes de... Ils valent grand-chose sur papier, mais en termes de parole, c'est certain qu'on a vu historiquement qu'il y a eu bien des contrats qui n'ont pas été respectés par la suite. Ceci dit, je pense que le clan Verstappen n'est pas totalement peut-être convaincu des moyens... Je ne parle pas des moyens d'argent parce que ça, ils en ont, mais des moyens techniques et humains que Aston Martin pourrait mettre en place dans les prochaines années. Et Max Verstappen, il a toujours dit qu'il n'avait pas l'intention de rester 20 ans en Formule 1 comme Fernando Alonso. Là. Lui, il veut encore s'amuser, mais la minute où il ne s'amusera plus, il ne vise pas nécessairement d'aller chercher 7-8 titres de champion du monde. C'est vraiment de dire, moi, je veux gagner des courses maintenant et après, je ferai sans doute autre chose. Donc, c'est certain, on parle beaucoup de lui en endurance notamment et tout ça. Mais c'est vrai que je crois que Max Verstappen, il va rester chez Red Bull parce que c'est pour l'instant la meilleure voiture pour gagner, pour s'amuser dans le fond en Formule 1. Donc je crois que Aston Martin, ce serait un pari qui représenterait un investissement de peut-être 3-4 ans avant d'avoir une voiture capable de viser le titre mondial et je crois que Verstappen n'est pas prêt à ça. Écoutez, on a vu plein d'affaires dans Drive to Survive. On voit plein de choses. On essaie de mettre un peu de piment dans toutes les relations des pilotes. Bon, il y a plein d'affaires. Entre autres, est-ce que Ricardo, finalement, va réussir à se réveiller avec le poste qu'on lui a donné puis qu'il pourrait peut-être challenger pour avoir le poste chez Red Bull et retourner chez Red Bull l'an prochain pour être le second de Verstappen? Il y a plein de questions qui se posent qu'on exploite très bien dans Drive to Survive. Mais la réalité, c'est que je pense que pour Liberty Media, ce qu'on a gagné avec Drive to Survive
et je dirais la popularité grandissante de la Formule 1 aux États-Unis avec maintenant 3 Grands Prix qui sont jusqu'à maintenant, en tout cas, populaires et qui fonctionnent bien. Mais on s'entend que s'il y a une domination, comme c'est le cas l'année passée et même l'année d'avant, et que ça continue cette année de la part de Red Bull, c'est une bombe à retardement pour Liberty Media. Ils deal ça comment? On ne peut pas éliminer l'écurie, on ne peut pas y mettre un 4x8 en avant. Ça fait partie de la compétition de la F1, le développement des voitures. Mais je veux dire, pour eux, c'est une catastrophe, là. C'est une catastrophe, d'autant plus que la popularité de la Formule 1 aux États-Unis, elle est quand même fragile. On a vu justement que la minute où Verstappen, comme l'année dernière en seconde moitié de saison, dominait complètement tout, les cotes d'écoute, elles se sont effondrées à la télé américaine. On était loin et le Grand Prix de Las Vegas n'a pas été un succès tel que la Formule 1 cherche à nous le dire. Il y avait très très peu de monde dans les estrades. Ça a été un fiasco en termes de logistique avec le conflit entre la Formule 1 et les organisateurs locaux notamment. Il y a eu beaucoup de problèmes avec ce Grand Prix-là. Donc, je dirais que c'est assez fragile. Puis, en effet, tu l'as dit, cette domination de Max Verstappen, ça pose problème à Liberty Media. Mais en même temps, ils savent très bien que la Formule 1, à cause de l'implication des manufacturiers automobiles, c'est extrêmement difficile de commencer à changer les règles rapidement pour essayer de mousser un petit peu le spectacle. Donc, ils sont pris avec ça. Et je crois que ça, c'est une réalité avec laquelle ils doivent composer et ça ne changera pas tout de suite. Maintenant, c'est vrai que la réglementation 2026 qui s'en vient, là, elle va redistribuer complètement les cartes. Est-ce que Red Bull sera encore une écurie dominante avec Ford, comme ils le sont présentement avec ce moteur Honda qu'ils développent eux-mêmes? On n'en sait absolument rien. Donc ça peut... Je crois que pour l'instant, 2024-2025, Liberty Media s'est un petit peu résigné à se dire ça va être une domination Red Bull et on verra bien. Maintenant, c'est vrai que quand on voit ce qui s'en vient pour 2026, il y a beaucoup plus d'incertitudes. Parce qu'il y a certains sports, il y a des sports où on aime la domination. On aime la domination de tel joueur de tennis. On aime Tiger Woods qui domine au golf. J'écoutais la dynastie avec les Patriots sur Apple TV, les 20 ans où 6-7 fois, les Patriots sont devenus champions du Super Bowl. Mais il y en a certains sports où on a besoin d'avoir un challenge. On ne veut pas avoir un Tiger Woods en Formule 1. Et ça, pour eux autres, je pense qu'ils vont réaliser, surtout par les codes d'écoute, comme on disait, aux États, que ça risque d'être catastrophique si Max Verstappen domine autant. Je te parle de NASCAR pour finir, Philippe. Début de saison extraordinaire pour le NASCAR. Dis-moi ce que tu as retenu du début. Parle-moi un peu de ta vision du début de saison, entre autres la course de Daytona extraordinaire, celle de Atlanta, le finish incroyable avec un photo finish de 1 millième de seconde quasiment. Tout un début de saison pour le NASCAR. Oui, tout un début de saison et avec des courses assez différentes les unes des autres. C'est ça qui a été intéressant justement. Et quand on regarde par exemple celle du week-end dernier à Bristol, de dimanche dernier à Bristol, où on revenait sur l'asphalte, parce que Bristol, la course du printemps, depuis 3 ans, ils avaient décidé de mettre de la terre battue. Là, on est revenu sur l'asphalte. Et c'est vrai que ça a été une course de fou, essentiellement parce qu'il est arrivé un problème avec les pneumatiques, les pneus qui se désagrégeaient tout le temps. Et on se demandait même s'ils n'allaient pas devoir raccourcir la course pour que les pilotes aient assez de pneus. Mais ça montrait justement toute la stratégie, parce que souvent un petit peu le grand public a un peu tendance à croire que les courses sur ovale, les pilotes ils tournent tout le temps à gauche et puis il n'y a pas forcément de stratégie. C'est complètement faux et cette course-là en a été encore un plus bel exemple parce que justement il y a des pilotes de l'équipe Joe Gibbs Racing avec Denny Hamlin, Martin Truex, Ty Gibbs, etc. qui eux ont été capables de bien gérer leurs pneumatiques et d'aller chercher les premiers rangs dans cette épreuve. Donc je dirais la série Cup elle est très intéressante parce qu'elle est très imprévisible cette année. Puis aussi Jeff, il y a une petite chose que je dois dire, c'est que en série Xfinity cette fin de semaine sur le circuit routier d'Austin, le fameux quota où roule aussi la Formule 1. On va voir Alex Labbé qui va prendre son premier départ de la saison. Il n'avait pas de budget pour l'instant pour effectuer les 4 premières courses de la saison. Là, il va être en piste donc pour cette épreuve à Austin du côté de la série Xfinity. Ça, ce sera à suivre parce que c'est l'exemple même du pilote qui a du talent, mais malheureusement que le budget ne suffit pas pour lui permettre de faire des saisons complètes. Ça crève le cœur. Ça crève le cœur quand il arrive ce genre d'histoire. Des bons pilotes pour des histoires d'argent qui ne sont pas capables. Est-ce que c'est moi qui rêve qu'on a vu, surtout dans les 30-40 derniers tours, entre autres en Daytona, sur les grands ovales, on a vu, oui, du 3 de large, mais on a même vu à un moment donné du 4 de large. Et c'est sûr que quand on les voyait 3 de large collés de même tout le temps,
à la fin, tu savais qu'il allait arriver un méga crash avant, puis que probablement tous ceux qui étaient en avant allaient payer le prix, et seulement un chanceux ou deux allaient s'en tirer, puis que ceux qui ont travaillé pendant 490 000 pour essayer de gagner cette course-là, boum, ça se finit avec un accident dans lequel ils ne sont pas tellement responsables, mais c'est comme un jeu de quilles. Est-ce que les pilotes d'aujourd'hui, les plus jeunes, est-ce qu'ils sont plus cow-boys que ce qu'on avait, mettons, il y a 10-15 ans avec les Gordon de ce monde et les autres? Moi, je dirais que oui. Je trouve que les jeunes pilotes ont une attitude un petit peu la part de sécurité. La sécurité est devenue tellement grande, c'est un sport qui est devenu tellement sécuritaire, le sport automobile, que les jeunes pilotes ont tendance, je trouve, à prendre beaucoup, beaucoup de risques en se disant on ne peut plus se faire mal dans les voitures de course. D'abord, c'est faux parce qu'il y a encore malheureusement parfois des accidents graves, mais je pense aussi que les risques qui sont pris par certains jeunes pilotes sont très, très élevés. C'est ce que certains reprochent, certains vétérans reprochent un petit peu, que justement, ils usent moins de stratégie et prennent beaucoup de risques. Mais ceci dit, faut quand même dire une chose, c'est qu'en NASCAR, il y a eu des accidents au début des courses, puis on avait une longue période où il ne se passait rien, et vraiment, on voyait que tout le monde, les positions se plaçaient pour une finale très, très disputée. Ça a été un peu le scénario des différentes, des 5 premières courses de la série. Il y a quasiment 100 tours qu'on n'aurait pas besoin d'avoir. Là, voilà, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc, les courses sont un peu trop longues, ça, c'est une certitude, mais en même temps, je dirais, le spectacle à la fin, puisque ces pilotes-là sont capables de réaliser, parce qu'à la télévision, on ne le mesure pas, on est au-delà de 300 km/h, là. C'est quand même ça qu'il faut se dire, que quand on dit un pilote il aurait dû peut-être se tasser un peu plus vers l'intérieur et tout ça, réaliser que ça se passe à un millième de seconde. Quand on est à 300 km/h, là, le temps de réaction, il est très, très faible. Donc, inévitablement, la catastrophe, elle est toujours proche. Je comprends très bien ce que tu dis, parce que quand j'ai été mener une course de NASCAR à Phoenix, et j'ai dormi 100 tours. Donc, on voit tout de suite au début comment ça se place, on regarde, puis je voyais que la voiture de Gordon était la plus rapide de la gang. J'ai dormi 100 tours. Ensuite, on a regardé les 80 derniers tours et finalement, Gordon a gagné. Donc, il y a 100 tours où on peut faire un gros dodo, aller passer la tondeuse dehors, puis on manque rien. Oui, c'est certain que c'est même reproché aux dirigeants de NASCAR. On leur dit vous devriez réduire les courses. Une des raisons principales pour laquelle ils ne le font pas, c'est tout ce qui est vente de pauses publicitaires, dans le fond, à la télévision américaine. Exact. C'est pour ça qu'on garde des courses très, très longues. Mais dans les faits, pour le passionné, c'est vrai qu'on pourrait enlever, je voyais même Bristol en fin de semaine dernière, sur 500 tours, on aurait pu en enlever peut-être 150 et ça aurait gardé. On peut garder les courses de tradition, comme le Daytona 500 et comme d'autres courses comme ça, mais il y a certaines épreuves, je veux dire, en 500 000 au Kentucky Speedway, c'est certain qu'il ne se passera rien pendant 150 tours. Exact. Hey Phil, c'est le fun de se jaser, puis tu sais que je suis pas autant connaisseur que toi, mais j'ai très passionné, c'est toujours le fun de jaser. Donc, on se reprend pendant la saison. Les gens qui veulent avoir le magazine Pole Position, bien sûr, vous allez voir toutes les nouvelles sur le site web poleposition.ca, ou encore, vous allez chercher directement le magazine, comme je vous disais, Formule 1, on parle du Grand Prix qui s'en vient, la saison, même chose pour le rallye, la saison de rallye qui commence bientôt, et aussi pour le NASCAR. Philippe, merci, on se reparle bientôt sur Radio Pirate. On vient. Radio Pirate, Radio Pirate, Radio Pirate.